Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau meet-up de Réinventons le management à Toulouse. Alors, pas qu'avec des Toulousains ce soir, puisque nous avons maintenant la possibilité, grâce on va dire à la digitalisation, d'avoir d'autres invités. Le sujet du jour est la responsabilisation des équipes et leur performance autour du retour d'expérience, autour de la technologie OpenDecide. Je vous propose de vous faire une petite présentation du groupe Meetup avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre groupe regroupe actuellement à peu près 850 membres. Donc, on continue de se développer au fur et à mesure, ce qui nous montre que le sujet de la réinvention du management est un sujet plus que d'actualité. Nos objectifs sont de partager avec vous des perspectives innovantes sur le fonctionnement collaboratif des équipes, sur les différents modes de management possibles et l'organisation des équipes, mais également des retours d'expérience, d'organisation autonome, agile, pour vous donner aussi des idées de bonnes pratiques à implémenter dans vos équipes, tout en se basant sur l'intelligence collective. Et ce meet-up aussi est l'occasion d'avoir des moments de discussion et d'échange autour de ces thèmes. On vous laissera bien entendu l'opportunité d'interagir pendant toute cette session, mais également à la fin aussi de partager vos différents retours d'expérience. Un petit rappel pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Donc, on en est à notre 3e session Meetup cette année. Nous avons déjà eu deux sessions autour de l'agilité organisationnelle et de la gouvernance adaptative, avec des retours d'expérience d'Orange. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Tastet pour OpenDecide et Alain Gued, un de ses utilisateurs qui fait partie du groupe Saretech et qui a bien voulu nous partager son retour d'expérience autour de la mise en place d'OpenDecide et aussi de la responsabilisation des équipes. Notre groupe, si tu peux passer Guillaume, s'il te plaît. L'équipe organisatrice, nous avons Sabine qui n'est pas, je pense, encore présente parmi nous ce soir, et moi-même avec le support de notre cabinet de conseil Muse Partners. Isabelle, le bouteiller Di Francesco, qui représente le cabinet ID Conseil. François Richer et Patrice de Stéphanie. Donc, tous les 5, nous avons à cœur de vous proposer au fur et à mesure de l'année différents thèmes autour de l'innovation managériale, toujours dans cet esprit de partage et puis également de développement autour de l'innovation managériale. Un petit complément présenté lors de notre précédent meet-up. Nous avons créé un groupe sur LinkedIn pour aussi avoir l'occasion de partager au-delà de nos rencontres. Donc, un grand merci à Patrice qui a créé tout ça. Voilà, c'était histoire de partager avec vous aussi l'existence de cette page LinkedIn sur laquelle vous pouvez également nous rejoindre. Je vous propose de nous focaliser sur la session de ce soir avec quelques règles du jeu. Essayez de garder vos micros en mute. François donc est à la régie. Je ne sais pas si on voit François. Ce qu'on vous propose, c'est d'interagir au fur et à mesure des discussions via le chat pour poser vos questions. On se fera les relais pour les poser au fur et à mesure. Isabelle se fera votre relais pour poser les différentes questions. Patrice s'occupera de la gestion du temps pour finir à 19h comme prévu. Et un autre point important, ce qu'on vous demande, c'est de surtout ne pas oublier de répondre à notre questionnaire de satisfaction qui nous permet de recueillir vos feedbacks sur nos sessions, mais également d'ajuster les sujets et la manière d'organiser les prochaines rencontres. Donc, même si vous aviez à nous quitter avant la fin de cette session, nous vous remercions par avance de pouvoir compléter ce questionnaire de satisfaction pour lequel Patrice a déjà mis un lien dans le chat de cette session de ce soir. On vous le rappellera à plusieurs reprises.
Voilà pour les règles du jeu. Je vous propose de vous présenter le sujet du jour. Donc, autour de la responsabilisation des équipes, leur performance et le retour d'expérience de la technologie OpenDecide. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Guillaume Tastet, le CEO d'OpenDecide, et Alain Gued, le directeur des systèmes d'information du groupe Saretech. Bienvenue à vous. Et merci pour votre participation. Alors, je propose, Guillaume, de passer à la suite. Tu veux que je te laisse la main et que je compléterai pour présenter le partenariat? Ouais, sur le partenariat qu'on a avec Muse, du coup, on a un partenariat qu'on a mis en place récemment, parce que du coup, vous allez voir, OpenDecide est une technologie. Donc, nous, notre spécialité, je vais vous présenter un peu plus qu'est-ce que c'est, mais nous, notre cœur de métier, c'est le développement d'une technologie pour améliorer le fonctionnement des équipes. Et on a co-développé avec des laboratoires de recherche. Et donc, on développe un outil. Donc, c'est très orienté sur la tech et on souhaite rester comme ça. C'est le choix de notre positionnement en tant que startup. On souhaite du coup rester sur une structure technologique, tournée orientée sur la technologie. Et donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de s'associer avec des cabinets comme Muse Partner, avec qui on peut travailler, pour pouvoir accompagner si besoin, c'est-à-dire mélanger à la fois l'aspect technologique de l'outil que vous allez voir aujourd'hui, plus du coup l'accompagnement humain des experts côté Muse Human Insight. Donc voilà, donc c'est une offre qu'on a co-développée ensemble. Donc pour que vous sachiez que ça existe. Du coup. Merci Guillaume. Et je propose peut-être de Ouais, passer la main à Alain pour présenter le groupe Saretech. Peut-être toi avant, peut-être. Tu es en mute, je pense, Alain. Ah ouais, c'est bon. C'est l'autre, je présente Saretech dans le premier temps. Ouais, si tu veux, tu présentes ça à Saretech, soit tu te présentes en premier. Donc, Saretech est une société d'expertise en assurance qui travaille dans tous les domaines, sauf l'assurance de personnes et l'assurance automobile. Donc, ça va du dégâts des eaux chez vous, en fait, au hasard des usines qui brûlent. Des grues qui s'écroulent sur des immeubles, des camions qui brûlent dans les tunnels, des aéroports qui s'écroulent, pour citer les plus gros sinistres, et de plus en plus couramment aujourd'hui, tout ce qui est événements climatiques ou événements naturels ou catastrophes naturelles, en fait, donc les inondations, les vents, les tempêtes, etc., qu'on commence à bien connaître depuis ces dernières années. Donc, c'est une société qui est née en 1977, qui fait près de 170 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les derniers chiffres que j'ai. On traite près de 300 000 missions par an et nous sommes 1500, 1600 personnes actuellement avec une forte croissance en termes de recrutement. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on travaille dans le domaine de la construction, du dommage, ce qu'on appelle les entreprises et collectivités. Donc là, c'est plutôt en référence aux entreprises, en fait, des gares dans les entreprises ou autres. Et puis, on travaille aussi dans le domaine de la protection juridique. Saretech est une entreprise qui croît énormément, donc tant dans son missionnement que dans son chiffre d'affaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et son offre s'articule autour de 3 volets, donc la prévention, l'expertise et la réparation. Donc, tout ça va ensemble. Si on peut prévenir les risques, c'est relativement intéressant. Comme on les pratique au quotidien, on a une bonne acuité sur comment éventuellement les prévenir. Et puis, comme on les vit là aussi au quotidien au travers de l'expertise, très également exprimée, on sait souvent, ce sont des experts, c'est plutôt une population d'ingénieurs en fait chez nous, donc qui connaissent les modalités de réparation. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on peut développer une offre de réparation. Voilà ce que je peux dire sur l'entreprise Saretech. On évoquera peut-être un peu plus tout à l'heure, Guillaume, sur d'autres aspects. Ça, c'est moi ou c'est toi qui présente, Guillaume? Tu veux que je te présente ça? Si tu veux, je peux te présenter. Donc, Alain. Donc Alain Gued, qui est du coup donc Alain Gued, c'est le directeur des systèmes d'information de toute la société. Ton équipe est de combien? Du coup, tu as combien de monde ton équipe à la DSI? Elle a combien? Une trentaine de
développeurs, de responsables, système, support. L'équipe au complet, c'est à peu près une trentaine de personnes, dont les prestataires. En fait. Il y a une vingtaine en interne et une dizaine de prestataires. Voilà. Et donc, du coup, quand on a déployé, quand on a décidé de déployer OpenDecide, la direction générale a décidé de déployer OpenDecide au sein de Saretech. Du coup, plusieurs personnes ont souhaité du coup accompagner le déploiement du projet, dont Elodie Bonnet et du coup Alain Gued, qui est du coup la personne avec qui on a pu travailler main dans la main dans le cadre du déploiement d'OpenDecide en interne. Donc, il a eu une place de choix dans l'accompagnement des équipes et la vision du déploiement, sachant qu'il avait déjà un intérêt sur le sujet, de la transformation, et en tant que DSI, du coup forcément en première ligne sur la transformation des modes de fonctionnement des équipes, les nouveaux usages, des nouvelles technologies de l'information et autres, donc qui ne commencent à plus être si nouvelles que ça, mais on va dire que rien qu'avec le Covid, il y a eu quelques transformation et digitalisation en cours. Donc, naturellement, il était déjà intéressé par ces sujets. Donc, il a rejoint en tant que chef de projet, du coup, le dispositif dans le cadre du déploiement sur Saretech. Plus Guillaume a un double cursus, donc technique plutôt du côté de la recherche, et un cursus management, en fait. Voilà. Donc, j'ai très vite considéré que pour bien piloter la technique, il fallait bien comprendre les entreprises. Donc, pour ce faire, il fallait comprendre ce que c'était que le management d'une entreprise. Et voilà pourquoi j'ai suivi plusieurs cursus sur le management d'une entreprise. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai probablement été identifié comme étant un candidat intéressant pour suivre ce projet. Super. Du coup, on va passer donc, à la suite. Merci beaucoup, Alain. Et donc, la présentation, moi, de mon côté, donc là, je vais vous présenter un peu OpenDecide, vous faire les grandes mailles. On a donc OpenDecide, moi, je suis le CEO, enfin, dirigeant et cofondateur de la startup qui s'appelle OpenDecide. On est basé à Toulouse. On a co-développé une plateforme digitale, donc accessible en ligne, pour pouvoir aider les équipes à pouvoir analyser, faire un diagnostic d'équipe de manière très précise, et d'être en capacité également de pouvoir aider les équipes à pouvoir s'aligner à partir de ce diagnostic sur un mode de fonctionnement souhaité. Donc ça, c'est tout l'intérêt par rapport à l'existant aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité d'avoir un outil qui ne fasse pas que l'état des lieux actuel, mais qui soit en capacité de créer une dynamique de transformation au niveau des équipes. Donc, l'idée d'OpenDecide, c'est de pouvoir aider une équipe à pouvoir s'auto-analyser et d'être en capacité, sur la base de tous les construits scientifiques qu'on a pu collecter depuis des années. Donc, on est remonté loin dans le temps. On est remonté même dans les années 30. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a compilé tout ce qui était possible de trouver sur la partie performance d'équipe, et en particulier sur tous les éléments autour de l'Organizational Behavior Science, pour ceux qui sont les plus à jour sur le sujet. Et donc, ça a été un travail qu'on a co-développé, qu'on a fait conjointement avec 2 laboratoires de recherche à l'EM Lyon et à Toulouse School of Management. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est basé sur la compilation de tout ce qu'on sait finalement sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe qui fonctionne bien aujourd'hui. L'objectif, c'est de créer des équipes où vous allez voir qui ont atteint un niveau optimal de performance. On verra ce que ça veut dire derrière. Alors aujourd'hui, OpenDecide, c'est quoi? On a lancé en début 2019. Donc maintenant, on commence à avoir un certain niveau de recul. On a un peu plus de 600 équipes sur la plateforme aujourd'hui. Ça représente du coup 980 000 questions répondues. Ça fait un paquet. On a 12 membres d'équipe en moyenne. 600 équipes, ça fait 42 organisations qui utilisent aujourd'hui la plateforme. Voilà, donc on a pu faire aujourd'hui principalement des structures de type ETI, grand groupe, bien qu'on ait beaucoup d'équipes différentes, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui aussi bien sont des organisations avec des équipes qui sont dans de l'industrie. Donc là, on va être sur, par exemple, de la maintenance centrale nucléaire pour EDF. On va être sur de la maintenance d'aéronefs de combat. On va être sur des agences de Pôle emploi. On va être sur des agences d'expertise comme Saretech. On va être sur du consulting, on va être sur du spatial. Donc tout ça, toutes ces équipes-là vont utiliser OpenDecide, sachant qu'elles répondent au même questionnaire. Par contre, vous allez voir, les modes de fonctionnement de ces équipes sont très, très différents. Tout niveau d'équipe confondu, tous les niveaux hiérarchiques, ça va du niveau manager de première ligne jusqu'au niveau codir. Voilà. Par exemple, sur les 600 équipes, on en a un peu plus de presque 150, presque 200 même équipes qui sont des niveaux comité de direction, COMEX, du coup de grands groupes. Voilà. On couvre une très grosse partie d'EDF
En particulier, on couvre la quasi-totalité, on couvre 80% des codires d'EDF, par exemple, aujourd'hui. Ils ont acheté la solution pour le déployer sur tous leurs codires, le comité de direction, par exemple. Voilà, donc ça c'est pour la partie. Donc le fonctionnement d'OpenDecide, c'est quoi? OpenDecide va permettre d'analyser 2 choses principalement. Donc c'est une plateforme en ligne, je vous ferai une démo juste après. La plateforme va permettre de mesurer 2 choses principales au niveau d'une équipe. La première chose, ça va être le fait que la plateforme va pouvoir analyser l'écart qu'il existe entre le fonctionnement actuel et souhaité au niveau d'une équipe. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a un vrai sujet dans les organisations de savoir comment on transforme les modes de fonctionnement des équipes, comment on peut aider les équipes à pouvoir repenser leur manière de fonctionner en équipe. Et ça, c'est vraiment pas évident à faire par soi-même en tant que manager et en tant que membre d'équipe. Et donc là, la possibilité, via un questionnaire qui est répondu par les membres d'équipe, de pouvoir, à partir de ça, d'analyser les réponses et les avis des membres d'équipe pour pouvoir déterminer comment l'équipe fonctionne aujourd'hui et comment elle souhaiterait fonctionner demain. Donc et du coup, déterminer surtout l'écart qu'il existe entre le mode de fonctionnement actuel et le mode de fonctionnement souhaité. Alors pourquoi c'est important? Parce que plus il y a d'écart entre le mode actuel et le mode souhaité de fonctionnement, donc à chaque fois qu'en fait, vous avez un petit point d'exclamation ici, ça veut dire que là, c'est tous les processus, on analyse 12 processus de travail d'équipe. Il s'est avéré qu'en fait, à chaque fois qu'on avait un écart, c'était une raison de plus pour que l'équipe ici ait une performance plus basse. Le fonctionnement, en fait, tout simplement, plus une équipe est alignée, plus elle est performante. Et donc ça a été quelque chose que beaucoup de gens ressentaient dans leur trip, mais au final, ça s'est avéré tout à fait juste dans la réalité. C'est-à-dire qu'en faisant les analyses et en travaillant avec du coup 600 équipes aujourd'hui, c'est hallucinant de précision. C'est-à-dire que plus une équipe est alignée sur ses processus de travail, plus vous avez de chances de pouvoir avoir une performance ici qui est extrêmement élevée. Alors, donc cette partie-là, ça permet aussi dans le questionnaire, on est en capacité en moins de 15 minutes d'analyser du coup également la performance du fonctionnement actuel. C'est-à-dire d'être en capacité de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que produit le mode de fonctionnement que l'équipe a adopté aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que cette partie-là, c'est la compilation de tous les travaux de recherche scientifique aujourd'hui autour de qu'est-ce que c'est finalement qu'une équipe qui fonctionne bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques, il y a une sorte de plus en plus de consensus sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe, qu'est-ce qu'on cherche tous à créer finalement en tant qu'humain quand on travaille dans une équipe. Et on cherche tous à créer finalement une équipe qui a quasiment toujours les mêmes caractéristiques, en tout cas qui va répondre à peu près toujours aux mêmes enjeux, quelle que soit la culture d'origine. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est le mode de fonctionnement et l'équipe va chercher à toujours optimiser un certain nombre de paramètres. Et donc, ces paramètres, c'est les suivants. Elle va chercher à avoir une équipe dont l'équipe va chercher à avoir un fonctionnement qui va lui permettre d'atteindre et de dépasser ses objectifs, même en phase d'incertitude. Ça, c'est un peu le Graal. Derrière, également, avoir un mode de fonctionnement qui va générer le minimum de frustration. C'est-à-dire, l'objectif, ça va être d'avoir un mode de fonctionnement qui va réduire les frustrations et de facto augmenter la motivation et le plaisir à travailler au quotidien. Et également, avoir un mode de fonctionnement qui va générer un très, très haut niveau de paix et d'harmonie entre les membres d'équipe. Donc, ça veut dire qu'il sera extrêmement facile de partager une idée, de partager une erreur avec les autres membres d'équipe sans aucunement se sentir à risque ou en danger de le faire. Donc, c'est un espace qui est hyper intéressant pour faire de la créativité, de l'innovation, des délibérations, par exemple pour des comités de direction, de la résolution de problèmes complexes, etc. etc. Donc, vraiment, c'est le Graal en matière de performance d'équipe, du coup. Et donc, puisque du coup, ce que je vous ai dit, c'est bien beau, je me suis dit, bah, c'est bien, ça paraît sympa comme ça à l'oral, mais en fait, du coup, on l'a montré carrément avec des données. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est des données qu'aujourd'hui, les scientifiques n'avaient pas. Donc là, on va publier des travaux de recherche, je pense, courant d'année prochaine. On a une chercheuse qui vient d'arriver dans l'équipe là pour pouvoir commencer à publier des travaux de recherche, parce qu'on commence à avoir suffisamment de données pour faire avancer les sciences. On redonne en retour, on va dire, à la recherche scientifique aussi, c'est l'intérêt. Et donc, l'intérêt ici, c'est de pouvoir voir que sur ce schéma, chaque petit point que vous avez, c'est une équipe. Tous les petits points que vous avez partout. Plus une équipe est alignée, ici, donc ça correspond sur la slide précédente à cet alignement, ici sur la colonne sur la partie de gauche. Plus une équipe est alignée, plus elle est sur la droite. Plus vous montez, plus l'équipe arrive à un niveau élevé de performance. L'équipe, donc je vous ai décrit, là vous dites waouh, c'est super ce genre d'équipe, est-ce que ça existe? Alors, pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré, vous avez eu la chance de pouvoir rencontrer ce genre d'équipe. Alors, sachez que ça existe, oui, ça existe vraiment, c'est-à-dire ce sont les équipes qui se trouvent en haut à droite ici. Alors, bien sûr, ce n'est pas la majorité des équipes, mais elles ne sont pas si
peu nombreuses que ça finalement. Ah, c'est une expérience quand vous les rencontrez par contre, parce que c'est vraiment des équipes qui fonctionnent très, très, très bien et qui ont des modes de fonctionnement qui sont hallucinants de performance et de fluidité, de bonne humeur. Donc, c'est vraiment très, très sympa de travailler avec ce genre d'équipe. Là, vous pouvez aller chercher des super pratiques, d'ailleurs, là, dans ce genre d'équipe. Sachez que vous ne pouvez pas atteindre ce niveau de performance ici, sachez-le, en tant qu'équipe, de manière inconsciente. C'est-à-dire, c'est pas du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une équipe qui fonctionne super bien. En fait, c'est un processus. Toutes les équipes qui sont, à ce niveau-là de performance sont toujours des équipes qui ont fait un travail conscient sur leur propre mode de fonctionnement. Toujours un travail d'alignement. Nous, ce qu'on va faire avec OpenDesign, c'est juste qu'on va en fait accélérer un processus naturel qui est déjà présent, que en fait aujourd'hui des équipes arrivent à faire sans OpenDesign, sauf que nous, on va venir accélérer, faire gagner du temps, c'est-à-dire qu'en 6 mois, en 3 à 6 mois, c'est comme si une équipe avait fait 3 ou 4 ans de développement par elle-même, à force de tests et d'erreurs finalement. Donc on fait gagner du temps. On fait gagner du temps sur le fonctionnement des équipes pour gagner en maturité le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que la plupart des équipes, hélas, ne vont pas se trouver à ce niveau-là optimal de performance. Elles vont se retrouver plutôt dans cette zone-là, ici. C'est-à-dire, en gros, des niveaux fonctionnels. Il y aura des hauts, des bas, il y aura des frustrations. Des fois, on atteint les objectifs, des fois pas. Mais globalement, ça tourne bien. C'est-à-dire qu'on a quand même globalement toujours des équipes qui fonctionnent bien, mais avec des hauts et des bas. Voilà, la plupart des équipes fonctionnent comme ça. Je pense que vous en avez déjà rencontré. En dessous de 7, ici, on va être dans des zones considérées comme dysfonctionnelles. Donc là, ce sont des équipes qui ont beaucoup de graves difficultés, qui sont souvent désalignées, qui ont du mal du coup, à pouvoir délivrer les objectifs. Il y a des tensions, des frustrations. Dans certaines équipes, quand vous avez un niveau de sécurité psychologique au sein de l'équipe qui est très faible, ce qui arrive très souvent en dessous des équipes en dessous de 7, vous allez avoir du coup des phénomènes de peur, de repli sur soi des individus, mais aussi des phénomènes de division vis-à-vis du reste de l'organisation ou des divisions internes, donc avec des phénomènes de clans qui vont se créer au sein des équipes. Donc au sein d'une équipe, on va avoir plusieurs clans qui vont s'affronter les uns avec les autres. Donc là, il y a un vrai travail souvent de refonte avec ces équipes-là pour les réaligner sur leur mode de fonctionnement. Donc ça, c'est ça. Pour vous donner un ordre d'idée, avec OpenDesign, passer d'une équipe qui est dysfonctionnelle à une équipe qui est fonctionnelle. On a eu, dans un cas, Alain, du coup, je pense à une des équipes dont on ne citerai pas le nom, mais qui avait fait un bond assez rapide, qui était passé de cette zone-là à cette zone-là en l'espace de 3 mois, entre 3 et 6 mois. Du coup, souvent, les équipes qui jouent le jeu, ça va assez vite pour restabiliser l'équipe. Voilà, donc l'enjeu, c'est de faire des petits bonds pour aligner les processus. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu la plateforme. Niveau timing, gardien du temps, je ne sais pas où j'en suis trop. Vas-y, avance. Je t'en prie. Super, j'avance. C'est bon, alors, du coup. Merci, gardien du temps. Hop. Alors, hop. Alors, je vais vous présenter du coup la plateforme, à quoi elle ressemble cette plateforme. Donc, la première chose que les gens vont avoir premier contact, ça va être avec un questionnaire. Donc, un questionnaire qui va être envoyé à tous les membres d'équipe. Ce questionnaire est en anglais, français et surtout, il pose des questions. Donc, il est anonyme, évidemment. Et il va poser des questions en une quinzaine de minutes, entre 15 et 20 minutes. La moyenne s'établissant à 13 minutes de notre côté. On va avoir des questions qui vont être posées sur le fonctionnement actuel de l'équipe et sur les effets du mode de fonctionnement de l'équipe. Alors, la particularité de ce questionnaire, c'est que déjà, d'une part, il est extrait, toutes les questions qui sont à l'intérieur sont des questions extraites de la recherche scientifique, donc ça, c'est très important. Du coup. Et deuxièmement, elles ne sont absolument pas focalisées sur les personnalités. Peut-être que certains d'entre vous connaissent sur le rapport aux personnalités au sein d'une équipe. Dans la recherche scientifique, il y a de plus en plus de preuves que finalement, les personnalités vont jouer un rôle pas si important que ça. Considérer l'importance finalement de la capacité à pouvoir définir un mode de fonctionnement qui convienne à tous. C'est-à-dire le mode de fonctionnement va prédominer sur les personnalités d'une équipe. Et ça, on peut le voir, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout à fait des gens dans une équipe avec des très fortes personnalités, mais avoir un mode de fonctionnement qui permette de pouvoir les gérer, ces personnalités. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, l'intérêt ici, surtout et principalement, c'est d'être en capacité d'avoir un mode de pouvoir éviter absolument tout jugement interpersonnel. Et donc, ça permet de faire ça. Le questionnaire permet, on a des taux de réponse extrêmement élevés, de manière générale, à plus de 90%. Pourquoi? Voire 100% la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne pose pas de questions sur qu'est-ce que vous pensez de Dédé ou de Roger qui est dans votre équipe.
Voilà, ça, c'est hyper important. On dit, ben, OK, comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous ressentez dans ce mode de fonctionnement d'équipe? Et ça, du coup, les utilisateurs aiment beaucoup. Voilà. Alors, suite à ce questionnaire, on va pouvoir obtenir plusieurs éléments. Le premier élément qu'on va pouvoir obtenir, du coup, on va tomber sur un tableau de bord qui va permettre de pouvoir analyser plusieurs choses. Le premier élément que ça va nous permettre de visualiser, c'est la performance actuelle du mode de fonctionnement de l'équipe. L'équipe, elle a déjà un mode de fonctionnement, donc ça permet d'avoir un état des lieux sur qu'est-ce que produit le fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut voir au quotidien. Ici, on va retrouver toute la compilation de tous les travaux de recherche scientifique, comme je vous le disais. Donc, on va avoir des éléments autour du prérequis de travail en équipe. Donc, ce sont un peu des éléments de base. Des préfiltres. Après, vous allez avoir la notion de cohésion d'équipe, c'est-à-dire est-ce que le mode de fonctionnement d'équipe, la manière de fonctionner en équipe va générer ou pas de la division, ou au contraire va produire un effet pour se resserrer, un esprit de corps au sein de l'équipe. Au contraire, est-ce que ça produit de la division? Est-ce que le mode de fonctionnement également produit du coup des frustrations? On est les pros pour pouvoir concevoir des modes de fonctionnement d'équipe qui génèrent de la frustration et qui du coup vont peser sur les épaules de l'équipe. Et donc l'équipe va petit à petit ne plus avoir d'énergie pour pouvoir avancer. Voilà. Même si elle est très engagée, elle se dit très engagée, c'est comme si vous êtes dans une voiture, la pédale elle est très engagée, mais quand vous appuyez dessus, ça avance pas. Là, c'est un peu pareil, le principe, c'est vous avez des gens très engagés, mais ils ont plus d'énergie. Voilà. Ça, c'est à cause des frustrations très souvent que ça se produit comme phénomène. Et le dernier élément, c'est la notion d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que le mode de fonctionnement vous permet de délivrer les objectifs que vous vous êtes fixés en tant qu'équipe. Alors, l'intérêt ici surtout, c'est de permettre à chaque membre d'équipe qui va recevoir les résultats au niveau de l'équipe de pouvoir aussi avoir accès à une information qui est très importante. Par exemple, si on prend la cohésion d'équipe ici, vous avez possibilité d'aller voir les différents construits de la cohésion d'équipe, mais surtout avoir des éléments très intéressants de type avoir la possibilité pour chaque paramètre d'avoir sa perception ici versus la perception de l'équipe. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça permet directement de faire prendre conscience aux gens, des écarts et des biais, qui peut exister entre son équipe, et soi-même. Parce on fait tous des projections finalement sur comment on perçoit les choses et comment, est la réalité d'une équipe, hein, finalement en tant que manager. Déjà rien qu'en tant que manager, c'est compliqué, mais alors en tant que les managers, c'est compliqué, mais les équipes membres d'équipe aussi, c'est très compliqué d'avoir une vision juste finalement de la réalité d'une équipe. Donc là, ça permet automatiquement d'avoir cette vision-là, de pouvoir prendre conscience des éventuels écarts qui peut y exister entre ce qu'on perçoit ou et ce qui est la réalité. Par exemple, prenons un exemple très concret, le droit à l'erreur, ici, qui est un des éléments de ce qu'on appelle la sécurité psychologique d'une équipe. Ici, vous avez la possibilité automatiquement d'avoir possibilité de voir, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre équipe, est-ce que l'erreur est perçue comme, comme quelque chose qu'on doit punir, ou au contraire, est-ce qu'on est en capacité d'avoir un rapport plutôt sain au niveau de l'erreur pour pouvoir apprendre de ces erreurs au sein du collectif. Très souvent, là, ça pose problème, plutôt lié au manager. C'est pas tant le manager qui pose problème, c'est que les membres d'équipe entre eux qui se punissent, souvent, très souvent. Ça, c'est un truc qu'on a pu découvrir assez impressionnant, les effets de punition entre membres d'équipe qui peuvent être très forts, particulièrement en France. Donc ça crée de la sécurité psychologique au sein d'une équipe, par exemple. Donc ça, c'est la cohésion, donc ça, c'est les éléments de prise de conscience, et également la plateforme va permettre ici d'avoir une mesure de la partie fonctionnement de l'équipe, et donc cette partie fonctionnement, elle va permettre du coup de pouvoir visualiser ici les 12 processus de travail d'équipe et d'être en capacité d'avoir une vision automatique du coup, comment l'équipe fonctionne aujourd'hui et comment elle souhaiterait fonctionner. Donc on a 3 modes aujourd'hui. Le modèle directif, on va être plutôt sur une centralisation de l'ensemble des processus autour d'une personne unique. Le modèle directif est intéressant parce qu'il va permettre, suivant les différents processus, on décide de mettre directif. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, le modèle directif va permettre de centraliser, d'aller vite quand on en a besoin. Donc c'est un modèle qui est très intéressant dans des cas où il faut un peu d'urgence, ça peut être intéressant. Donc les équipes vont choisir ce mode de fonctionnement. Ça arrive, ça arrive. On a aussi des équipes qui vont choisir plutôt d'aller vers des modèles plutôt participatifs, où là, c'est plutôt un modèle où on va continuer à centraliser au niveau d'une personne en centrale, mais cette personne va faire un travail de collecte des avis et va collecter les avis des membres d'équipe de sorte à pouvoir améliorer les ordres suivants. Voilà. Cela étant dit, le rôle
du leader garde, le rôle du leader est très important encore dans un modèle participatif, au sens où il centralise beaucoup et il porte beaucoup des responsabilités de l'équipe. C'est un modèle que beaucoup d'équipes utilisent aujourd'hui, un modèle plutôt participatif. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'accélération de l'activité, on se rend compte que les modèles participatifs, c'est une usine à créer du burn-out au niveau des managers. Donc aujourd'hui, on a une tendance, d'ailleurs, les équipes ont une tendance plutôt à aller vers des modèles autonomes, où là, on va être plutôt sur un modèle où on va favoriser le fait que l'équipe se responsabilise et où l'équipe va être en capacité de se prendre en main sur ses propres modes de fonctionnement. À ce moment-là, le rôle du manager change. Le manager devient rentre dans une logique plutôt de coach, mais surtout va rentrer plutôt dans une logique de sage, c'est-à-dire on va aller chercher le manager sur des décisions sensibles pour prendre du recul sur des sujets ensemble. Donc ça va permettre vraiment, le manager a un rôle très, très important dans les modèles autonomes, très important. Donc l'enjeu ici, c'est de pouvoir identifier du coup l'équipe, où est-ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle souhaite faire évoluer son mode de fonctionnement. Donc, il y a des descriptions pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et suite à ça, on est en capacité à la fois de faire des recommandations d'ateliers ici. Donc là, c'est des formats pour travailler spécifiquement cette gestion des valeurs, donc animé par un consultant ou le manager s'il est suffisamment mature pour pouvoir le prendre en main. Du coup. Donc, c'est tout un système pour automatiquement avoir les ateliers disponibles pour pouvoir animer une session d'1 heure de travail sur cette thématique. Donc, du coup, avec automatiquement, du coup, carrément toute la partie l'atelier qui est déjà avec le format PowerPoint, tous les éléments pour pouvoir dérouler l'atelier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, il y a possibilité derrière également d'avoir une vision sur ici, d'avoir une vision sur cette deuxième partie qui est la partie recommandation. Et donc cette deuxième partie, en fait, c'est une partie qui va dans Explorer ici, qui permet en fait à tous les managers et les membres d'équipe d'avoir une vision, d'avoir un accès à un benchmark qu'on a fait en fait et qu'on enrichit et que nos clients, d'ailleurs, on va partager les pratiques de nos clients. En fait, on va créer vraiment une bibliothèque la plus collaborative possible où tous nos clients peuvent mettre du coup leurs pratiques dans la bibliothèque et du coup avoir la possibilité automatiquement d'avoir accès à toutes les pratiques aujourd'hui de plein de sociétés différentes, se dire jusqu'à, je sais pas, moi que j'aime bien par exemple, les forces spéciales américaines par exemple, comment elles font des débriefings dans les forces spéciales américaines par exemple. Voilà. Donc ça vous permet littéralement avec tout le système de questions qui se posent post-débriefing, ça c'est du standard dans l'armée américaine, pour animer les sujets. Voilà. Une fois qu'on a fait ça avec son équipe, il y a possibilité automatiquement de devoir présenter, à un moment donné, il va falloir présenter les résultats à l'équipe et pour ça, il suffit juste de cliquer sur exporter, présentation. Et à ce moment-là, en tant que manager ou en tant que facilitateur, on a automatiquement ici, pardon, tac, je bascule là. Attendez, vu que j'ai un double écran, donc ici, voilà. D'avoir automatiquement ici, du coup, un support de présentation pour pouvoir du coup être en capacité de pouvoir présenter les résultats à sa propre équipe. Et donc, tout est automatiquement préformaté pour pouvoir animer le plus rapidement possible les résultats, restituer les résultats avec son équipe. Voilà. Et donc, de pouvoir faire un travail après avec son équipe sur c'est quoi les modes de fonctionnement qu'on souhaite voir évoluer, comment on peut gagner en alignement. Et on rejoint ce que je vous ai expliqué au démarrage. Voilà. Donc là, vous avez fait un cycle finalement, qui se fait assez rapidement. Et l'idée, c'est de faire une analyse tous les 6 mois. Donc, on a des évolutions des équipes à travers des cycles d'analyse et d'amélioration tous les 6 mois. Voilà ce que permet de faire OpenDecide très rapidement. Hop. Donc, je vais revenir sur la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être que les questions, je ne sais pas si on les pose maintenant, du coup. Je te remercie, Guillaume. Du coup, l'invitation pour chacun, c'est de poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et là, si vous en avez une ou deux chaudes bouillantes, je pense que tu peux en prendre une, Guillaume, s'il y en a, sinon continuez. Ouais. Une très bouillante, vu le temps. Et du coup, Rien n'apparaît. Du coup, on continue. Et donc, pensez juste au fur et à mesure, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, à les écrire dans les chats, comme ça, je les poserai au fur et à mesure. Merci beaucoup.
Super. Et donc, on va passer du coup à la présentation du coup du témoignage. Donc, Alain, c'est ton tour. Du coup, l'idée, ce serait donc on a déployé OpenDecide aujourd'hui sur Saretech, donc qui est une société, une très belle société du coup dans l'expertise, entre autres. Donc là aujourd'hui, on a déployé 53 équipes déployées aujourd'hui au sein de Saretech. Ça représente un peu plus de 700 membres d'équipe. Voilà. Sachant qu'on est sur des équipes qui sont multimétiers à l'intérieur, qui sont multi-sites très souvent, avec plusieurs équipes qui sont sur des sites différents. Enfin, au sein d'une équipe avec beaucoup d'équipes qui travaillent sur des sites différents. Et donc sur à peu près, sur une couverture aujourd'hui plutôt France, on a été sur la totalité de la France aujourd'hui, au niveau de ces 53 équipes. Voilà, au niveau du déploiement de l'équipe. Et on a déployé ça, dans un contexte et dans des enjeux, et dans des convictions, que je te laisse, présenter, du coup, Alain. Oui, il y avait un petit peu de Covid, je crois, qui nous a un peu occupés. Oui, donc rapidement le contexte, les enjeux et les conditions de Saretech. Alors, l'entreprise est plutôt une société agile quand on regarde sa trajectoire. En fait, on est rodé un petit peu aux à-coups de charge. Vous vous doutez bien, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est une mobilisation totale de l'entreprise pour pouvoir accompagner les assurés en fait et très rapidement intervenir pour qu'ils puissent être indemnisés. Donc on joue un rôle clé. C'est vrai pour tous les sinistres globalement. L'assuré est quelque chose d'important. Donc la réactivité, la variation des flux sont des composantes clés au niveau de l'entreprise. Moi, j'aime à dire, c'est ce que je dis aussi à mes équipes, on vit dans un monde qui tourne de plus en plus vite, en fait, et la seule façon de pouvoir l'aborder, c'est de s'adapter, s'adapter, s'adapter en continu, en fait. Donc voilà, c'est un peu notre ADN, c'est un peu l'ADN de l'entreprise. On est aussi confronté donc à des besoins et des exigences clients, en fait, qui sont en partie les vôtres, en fait, au quotidien. On vit dans un monde numérique, on veut rapidement avoir des réponses, on veut rapidement avoir un service, on veut toutes ces choses-là. Donc, c'est une contrainte forte chez nous. Elle se répercute dans les exigences clients et notre challenge, on y parvient, je vous rassure. Notre challenge, bien entendu, c'est de répondre à toutes ces attentes, quoi, en fait. Donc, peut-être même avant l'expertise, c'est de répondre aux besoins. C'est dans le domaine de l'expertise, certes, mais c'est quelque chose qui est relativement important. Et puis, en tant que DSI, il y a aussi des besoins en interne, en fait, pour pouvoir aller vite dans leur travail, pour pouvoir fonctionner ensemble, pour pouvoir affronter un petit peu l'ensemble de ces défis. Et bien, la digitalisation de l'entreprise, c'est quelque chose qu'on a entrepris il y a une vingtaine d'années. On est on a une trajectoire là aussi plutôt intéressante en termes d'innovation sur le plan technologique, puisque on est perçu plutôt comme des adopteurs un peu précoces des technologies. À titre d'exemple, on a un renouvellement triennal de tous les matériels, de tous les contrats. C'est-à-dire tous les 3 ans, on change le matériel et sur le téléphone, on change tous les 2 ans. Et c'est une nouvelle technologie qui est intéressante. La dernière en date, c'est le LIDAR. Eh bien, on va choisir l'appareil qui permet de faire du LIDAR, qui permet de prendre des photos en 3D et d'établir des plans 3D. C'est ça l'esprit un peu de Saretech et ça se traduit aussi dans l'esprit des équipes et des collaborateurs. En fait. On est plutôt avancé là aussi sur la digitalisation des process. Alors, c'est un peu tiré par le métier, mais c'est des choses qu'on avait engagées il y a déjà très longtemps. Et puis, le monde s'ouvre, le monde change. Cette période Covid nous le rappelle. Il y a de nouveaux enjeux qui se présentent à nous. Ils sont techniques, ils sont écologiques aussi. Ils sont sur plein de registres. Donc, voilà, il faut s'y préparer. Et la conviction, c'est un peu le point de départ, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans un monde qui tourne de plus en plus vite, il faut savoir s'adapter. Et on pressentait le besoin de pouvoir faire évoluer les modèles managériaux et les modèles de fonctionnement des équipes, en fait, pour garantir et être en capacité de répondre à ce besoin de réactivité. Et peut-être ce qui caractérise aussi l'entreprise et sa direction, c'est qu'il y a toujours une préoccupation de préserver les équipes, de préserver les collaborateurs. C'est une préoccupation importante en fait au niveau de l'entreprise, le bien-être des collaborateurs, surtout dans des contextes comme ça avec des accélérations et des contraintes et un stress parfois conséquent. Et l'idée peut-être de sortir d'un modèle
parfois un peu trop top-down, en fait. Peut-être qu'il faut laisser un peu plus d'initiative aux collaborateurs. Et donc, c'était s'engager sur une revisite un peu du fonctionnement des équipes au sein de l'entreprise. En fait, voilà. Aller vers peut-être plus d'autonomie, plus d'introspection, en fait, et créer peut-être des instants collaboratifs. Moi, j'aime à dire souvent que les solutions sont parfois, enfin les collaborateurs ont parfois une meilleure acuité pour trouver des solutions parce qu'ils vivent les sujets en fait qu'un manager ne peut l'avoir en observant ce qui se passe. En fait, eux le vivent, le manager comment dire observe, il peut parfois le vivre, et donc il y a certainement la ressource à aller chercher au niveau des équipes pour justement dégager des solutions le plus rapidement possible, s'adapter le plus rapidement possible. C'est pas seulement de haut en bas, on doit, c'est ce qu'on cherchait à faire émerger au sein des équipes cette acuité qu'ils ont et cette capacité probablement qu'ils ont à révéler leur capacité à trouver des solutions. En fait, voilà. Et puis, le point central qui reste toujours dans toute logique managériale, c'est donner du sens et donner du sens. Donc là aussi, impliquer peut-être un peu plus les équipes. Donc aujourd'hui, on n'a pas on est plutôt dans une logique, je dirais, d'ajustement mutuel. Et l'idée, c'était d'accélérer éventuellement vers une logique un peu plus coopérative et peut-être redétourer la notion d'équipe. Donc les gens s'entendent bien entre eux, il y a l'ajustement mutuel, ça fonctionne relativement bien chez nous, c'est ce qui fait une de nos forces et une capacité d'agilité en fait, mais peut-être que pour affronter les enjeux de demain, il est nécessaire peut-être de se recentrer sur la logique d'équipe, la coopération, l'autonomie en fait, et la recherche ou l'adaptation continue directement avec les équipes en impliquant largement les équipes. Ouais, surtout, il y avait un sujet aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que Saretech aujourd'hui, alors c'est intéressant parce que du coup, tu vois, je compare, du coup 2 de nos clients, tu as Enedis et Saretech, et je trouve que justement, alors, vous êtes en première ligne quand même, par rapport au réchauffement climatique et par rapport aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'événements, climatiques, de plus en plus violents qui du coup, détruisent du matériel, il faut le dire, ou en tout cas, créent des sinistres, et donc en fait, Saretech, il faut se dire qu'aujourd'hui les équipes de Saretech sont en première ligne littéralement dès qu'il y a des sinistres, parce qu'en fait, forcément sinistre dit, compagnie d'assurance qui envoie des experts sur le terrain pour savoir, comment on peut prendre en charge, la destruction ou les sinistres qu'il peut y avoir au présent, et donc naturellement, en fait, les équipes de Saretech sont en première ligne dans cette préparation, comme les équipes finalement d'Enedis, pour l'électricien, sont en première ligne pour aller réparer les lignes électriques aussi, pour rétablir le courant sur les zones sinistrées, et donc c'est hyper intéressant parce que, Saretech est, finalement à la pointe de lance, aujourd'hui de la transformation, de ce qu'on est en train de vivre, hein, finalement à l'échelle mondiale avec le réchauffement climatique. Donc ça veut dire que leurs équipes sont mises de plus en plus à l'épreuve, de plus en plus régulièrement sur des pics d'activité qui peuvent être relativement violents et pas forcément prévisibles. Ouais. Ça, c'est aussi un contexte, qui est quand même à prendre en compte Alors, sur le futur d'ailleurs. c'est aussi une des forces de l'entreprise que d'être capable de se mobiliser, de s'organiser en fait pour répondre à un aléa climatique. Mais ce qui fonctionnait aujourd'hui, ce qui fonctionnait hier, il faut le repenser pour demain. En fait, on a des à-coups de plus en plus prononcés. Donc voilà, c'est évolué, c'est partie un peu de l'évolution. Ce qui était intéressant aussi dans le modèle Open Decide, c'est que on est dans une logique où rien n'est acquis. Pour moi, c'est important. C'est ce que je rappelle souvent à mes équipes, qui fonctionnent bien, etc. Rien n'est acquis. Et on a une démarche un peu cyclique, en fait. L'idée, c'est, tu l'as un peu présenté tout à l'heure, Guillaume, c'est régulièrement, en fait, de faire un travail introspectif, en fait, s'arrêter, se retourner, regarder tout ce qu'on a fait, peut-être célébrer ses succès et se dire, voilà tout ce qu'il nous reste à faire et comment on travaille. Et cette idée, alors, on peut faire des réunions où on travaille sur le fond, mais derrière, si on n'entretient pas, en fait, cette capacité réflexive, en fait, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, c'est intéressant qu'on donne un temps, un espace aux équipes, en fait, pour revisiter, refaire un travail d'introspection et réajuster leur mode de fonctionnement. C'est là où le rien n'est acquis, une équipe qui fonctionne, rien n'est acquis au moment où elle peut dériver vers des modes de dysfonctionnement, et ça, il faut les capter rapidement ou dans un cycle de 6 mois, 12 mois à définir en fonction du contexte de l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est que chez Saretech, on aime innover. Donc voilà, donc la démarche était innovante, le produit nous semblait innovant. Donc voilà, ça a capté un petit peu toute notre attention. Voilà pour le contexte, l'enjeu et les convictions. Alors,
Pourquoi OpenDecide? Je pense qu'un point saillant, c'est qu'il est fondé quand même sur des études universitaires. Un autre point, bon voilà, il y a une forme de crédibilité en fait sur les travaux universitaires concernant les équipes, les équilibres au sein des équipes. Et puis, un autre point saillant, c'est que finalement, on a tendance un petit peu à définir d'abord les performances et ensuite organiser les équipes. Là, on raisonne, alors c'est structurel, bien sûr, mais on raisonne un petit peu à l'envers, c'est-à-dire on part du modèle de l'efficacité et on considère, enfin dans le modèle, que la performance d'une équipe découle en fait des équilibres au sein de l'équipe, en fait, de ses modes de fonctionnement, etc. Et ça, c'est relativement important, que ce soit sur le plan du prérequis du travail en équipe, sur la cohésion, la satisfaction et l'efficacité. Donc l'idée est de dire que avant de définir la performance et de calibrer l'équipe en conséquence, c'est de dire, ok, tenant compte des modes de fonctionnement de l'équipe, elle atteindra naturellement une forme de performance. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a traduit aussi sur les équipes qui se sont révélées chez nous, ça a permis de dégager effectivement des gains sensibles en fait de productivité, de performance, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. On ne parle pas de la performance pour définir comment doit fonctionner l'équipe, on parle aussi du fonctionnement, on parle peut-être d'abord du fonctionnement de l'équipe, en fait, avec ses objectifs, etc. Tout est bien défini, pour en dégager la performance. Et ça, c'est intéressant, c'est un centrage sur l'équipe, en fait, dans un premier temps. Après, vous l'avez vu, l'outil est convivial, il faut le pratiquer, mais il est relativement convivial. Un point aussi, Guillaume, sur lequel tu as insisté, c'est votre capacité d'accompagnement. Elle est vraiment réelle et phénoménale. Beaucoup de choses ont pu se faire parce que vous avez largement accompagné et aussi accompagné aussi les équipes. Et ça, c'est un point important. Ce n'est pas qu'un produit sur étagère et qu'on utilise. Il y a tout le processus d'accompagnement qui est, à mon avis, vital peut-être sur ce genre de projet. Puis je l'évoquais tout à l'heure, la logique de cycle. Un autre aspect qui me paraît intéressant dans l'approche telle qu'elle est proposée, c'est que finalement, je me demande si on ne s'oriente pas vers un mode de management qui devient à la mode, le mode de management paradoxal, en fait. Voilà. Est-ce qu'un manager est directif? Est-ce qu'un manager est participatif? Ou est-ce qu'un manager est facilitateur pour les équipes autonomes? Ma conviction, et c'est ce qui semble un peu émerger des nouveaux courants de pensée dans le mode du management, et notamment autour du travail collectif, de l'intelligence collective, c'est qu'un manager, il doit être paradoxal quand c'est nécessaire, il doit être directif, en fait, il doit, dans d'autres cas, être participatif, et puis, dès qu'il peut, et si son équipe en a la capacité, favoriser l'autonomie en se mettant dans une posture plutôt de facilitateur, en fait. Et donc, un manager, il n'est pas l'un ou l'autre, en fait, il doit varier en fonction des sujets. Voilà. Quand ça va mal au sein de la DSI, je deviens vite un peu plus directif, qu'en fait, entre guillemets, quand il s'agit de développer un projet, je le cadre en mode participatif, et quand le projet est lancé, je me mets plus en facilitateur pour m'assurer que les équipes ont toutes les conditions pour réussir, en fait. Donc ça, c'est un point important. Après, on tourne autour, on ne le dit pas, mais on tourne un peu quelque part autour des concepts de l'intelligence collective sur le plan du management. En fait, alors il y a le collectif, l'intelligence collective sur le management et l'intelligence collective sur l'exécution. Et ça, c'est intéressant. Et là, le modèle agit sur les deux, en fait. Voilà. Et un dernier point, donc c'est cette notion moi, qui m'a énormément séduite et qui a beaucoup séduit aussi un certain nombre d'équipes, c'est la notion de développement de contrats de fonctionnement. Donc, cette logique de contractualisation, en fait, qui crée le lien et les fondements, en fait, les fondements de l'équipe, en fait, comment on veut fonctionner, ça, on l'écrit, on contractualise et ça canalise les comportements, ça canalise la façon de travailler, la façon d'échanger, ça canalise plein de choses, en fait. Voilà. Alors sous-jacent aussi, il y a le renforcement de la notion de rôle et puis de la redevabilité. Quand on est en équipe, la notion de redevabilité a du sens. Quand on est en mode individuel et en ajustement mutuel, la redevabilité est un peu plus floue. Et ça, c'est des concepts clés, me semble-t-il, pour qu'une équipe puisse fonctionner, les rôles et la redevabilité des individus les uns envers les autres. En fait. Là, tu l'as montré tout à l'heure, c'est ce qui apparaît immédiatement quand on voit la démonstration d'OpenDecide. C'est cette démarche introspective qu'il y a. Souvent, le manager voit son équipe, mais on mesure rarement en fait ce que l'équipe voit en fait de son mode de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'affronter les managers contre l'équipe. Mais souvent, le manager a le sentiment, oui, il n'y a pas de souci, les gens s'entendent bien, les gens ne se disputent pas et ne voient pas forcément qu'il y a des points de crispation, qu'il y a des fameux cailloux dans la chaussure. Et toutes ces choses-là ne se voient pas. Et là, c'est assez intéressant
on tend le micro vers les équipes pour leur dire comment vous voyez le mode de fonctionnement de votre équipe et qu'on voit la mesure des écarts entre la perception des managers et la perception des équipes. Ça ne veut pas dire que tout va mal, bien au contraire, ça veut dire que c'est là qu'il y a des liens à établir ou des choses qui sont alignées et qu'il faut renforcer, en fait. Mais l'idée, c'est de pouvoir en prendre. Tu as l'inverse. T'as l'inverse. Ouais, t'as l'inverse aussi. Hein. Tu as des managers où tout est cata et l'équipe dit que ça va bien, et tu as l'inverse aussi, c'est-à-dire on n'en a pas trop, ça va pas du tout. mais voilà. Mais souvent, ça peut être l'inverse aussi. Le manager est persuadé que ça va mal, alors que l'équipe considère que globalement, ça va bien. Donc, il y a une notion de révélation, enfin, il y a un caractère un peu de révélation qui est assez intéressant. Ce que voit le manager et ce que voit l'équipe. En fait, ça, je trouve cette confrontation assez intéressante et c'est le pilier, me semble-t-il, de toute la démarche. En fait. Après, je suis convaincu aussi que le fonctionnement de l'équipe, c'est un sujet complexe, en fait, versus simple, compliqué, complexe. Et Open Decide, à y voir un peu plus clair. Ça reste compliqué, une équipe, Guillaume, mais moins complexe que quand on l'aborde comme ça. Et l'outil est certainement un moyen de simplifier un peu les choses, même si ça reste compliqué de fonctionner une équipe. Mais on n'est pas sur une logique complexe ou un peu systémique, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Ça révèle un peu un certain nombre de choses de fonctionnement et c'est en ce sens que c'est relativement intéressant. Tu as insisté sur l'aspect pratique, bonne pratique. Ça, c'est un souhait, je pense, dans beaucoup d'entreprises de pouvoir partager les bonnes pratiques. Là, ce n'est pas la finalité, mais on a un levier relativement intéressant si les équipes sont créatives sur les solutions qu'elles produisent, de pouvoir les partager et inspirer d'autres équipes. Ça ne veut pas dire qu'on impose un modèle, c'est une source d'inspiration. Et ça, je trouve ça aussi, aussi intéressant. Et puis, il y a d'autres dimensions qu'on aborde peut-être pas toujours en entreprise ou de façon sibylline. Il y a la notion de valeur, la notion de conflit, des choses qu'on n'aborde pas de façon claire, limpide. Là, elles sont mises sur la table et donc ça permet de les aborder. En fait, donc ça, c'est un peu le pourquoi Open Decide, c'est l'ensemble de ces raisons. Il y a un peu d'intention au départ et puis de retour un peu d'expérience qui se sont confirmées. Alors, sur l'impact sur les équipes, j'ai plus envie de parler de l'impact sur la notion d'équipe, en fait. Ce que ça a révélé quand même, c'est que si je vous demande ce qu'est une équipe, je serais intéressé de savoir ce que vous allez répondre. En fait, on se fait tous de ce qu'est une équipe. Et probablement qu'on arriverait à converger sur une définition à peu près commune. Et je dis attention à l'approche monolithique un peu de la notion du collectif. Une équipe, c'est pas un collectif, c'est plus que ça en fait. C'est pas un collectif de personnes. Il y a toujours, le sens de la finalité des équipes n'est pas toujours la même. Quand on définit une équipe, c'est un collectif, une finalité, etc., etc. Quand on rentre un peu dans la découverte un peu d'Open Decide et des équipes, on découvre que non, les équipes sont très différentes, peuvent être très différentes les unes des autres, en fait. Elles peuvent partager les finalités, mais ce n'est pas toujours les mêmes entre les différentes équipes. On a un centrage sur la coopération, la co-construction de solutions pour résoudre des problèmes, pour améliorer sa performance versus la collaboration de personnes qui travaillent au sein d'une même équipe et qui est une somme de performances individuelles. Une équipe, c'est une performance globale, en fait. C'est ça, et c'est là-dessus qu'on juge une équipe. Mais il y a aussi des équipes qui sont plus composées d'individus où la performance individuelle constitue la performance de l'équipe. Et ça, il faut savoir le distinguer, en fait. Ça, c'est une grosse révélation chez nous. Il y a des équipes qui sont plus dans un mode collaboratif, où chacun apporte sa contribution individuelle, et ça devient la valeur de l'équipe. Et d'autres équipes qui sont plus en mode coopération, où il est impératif qu'il y ait des interéchanges entre eux, entre guillemets, pour dégager de la performance. Donc ça, moi, ça me paraît quelque chose d'important. Puis ça rejoint, j'évoque la contribution globale versus la somme des contributions individuelles. Ce n'est pas les mêmes équipes, en fait, quand on a ce type d'équipe. Et la production globale de l'équipe versus la somme des productions individuelles, là aussi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut bien cerner la notion d'équipe, son orientation, et ça, c'est un déterminant pour dégager le mode de management et le mode de fonctionnement adapté. En fait, voilà. C'est une erreur qu'on a un peu commise de percevoir l'équipe sous une forme modélitique. Le message, c'est un petit peu ça. À vouloir percevoir les équipes sous forme modélitique, on s'est heurté à certains petits murets, si je puis dire, et très rapidement, on a compris que on ne pouvait pas aborder les équipes sous le même angle, selon qu'elles étaient plutôt une somme d'individus qui dégageaient une performance globale, comparée à une équipe qui est un ensemble de personnes. Un ensemble de personnes qui travaillent ensemble et qui dégagent une performance. En fait. Je ne sais pas, des exemples
votre conseiller, probablement que c'est sa performance individuelle, conseiller bancaire, c'est probablement sa performance individuelle que vous allez juger, vous le connaissez, vous savez qui il est. Par contre, le service que vous rend votre banque, vous ne savez pas qui l'a fait. Ce que vous voulez, c'est juger le service. C'est là où l'équipe, la solidarité ou la capacité de l'équipe à travailler ensemble va révéler la qualité du service qu'elle propose à ses clients. En fait. Donc voilà, c'est pas tant les effets que j'ai envie d'évoquer, mais c'est plus nous ce qu'on a découvert, en fait, tous ensemble, hein, les équipes aussi, ce qu'on a découvert, en fait. Après, si j'aborde les difficultés et les succès rencontrés, alors préparation, il ne suffit pas de lancer le logiciel et tout va bien. Ça se prépare, c'est beaucoup de travail avec les managers sur ce qu'est une équipe. Parfois, elles n'existent pas et on les crée sur le papier, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner derrière. Donc voilà, il y a un travail préparatoire pour pouvoir lancer Open Decide qui est fondamental. Attaché à ce travail préparatoire de la communication. Ça n'a pas de sens forcément pour les collaborateurs de recevoir ce genre de sujet, donc il faut bien leur expliquer en fait la démarche, communiquer ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Donc c'est des choses sur lesquelles Saretech a beaucoup investi en fait pour préparer les gens à s'engager un petit peu dans cette démarche-là. Nous, on était en période de surcharge de travail, Guillaume, donc ça n'a pas toujours été facile de trouver la disponibilité des équipes. Normalement, on l'a trouvé. Je crois qu'on a traversé une période de Covid aussi qui ne rendait pas les choses aisées, en fait, dans un modèle hybride pas encore bien établi, en fait. Un modèle hybride un peu forcé. Maintenant, il est bien établi chez Saretech, mais voilà, donc, on a découvert aussi de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles façons de travailler aussi en équipe, à distance, comment dire, ou en présentiel, en fait. Je l'évoquais tout à l'heure, bien, c'est pas facile à faire, il faut le faire un peu en marche, mais peut-être bien appréhender le fait que les équipes ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des équipes de production, il y a des équipes de coproduction et des équipes managériales, par exemple. Voilà, il faut avoir une équipe de manager. Et là aussi, c'est un autre profil d'équipe, c'est d'autres registres en fait, qui sont révélés par Open Decide et sur lesquels on peut agir, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on retrouve sur une équipe de production. Donc, les questions sont les mêmes, la façon dont on va les appréhender ne sont pas tout à fait les mêmes, et les attentes même des collaborateurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Ensuite, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui perçoit la valeur en fait et comment. Chez nous, c'est le client qui perçoit la valeur de ce qu'on produit. Donc ça, c'est important. C'est pas le management, c'est pas ceci. Enfin, on a une évaluation, bien sûr, mais bien tenir compte que l'orientation, si elle est orientée au client, c'est ça qu'il faut en termes de performance, c'est ça qu'il faut essayer d'évaluer, en fait. Et puis, ça rejoint tout le paradoxe entre ce qu'est une équipe et ce qu'est l'individu, en fait. Et puis, embarquer aussi le mode de management, parce que quelque part, c'est l'évolution des modes de fonctionnement, mais c'est peut-être aussi comment dire, à la marge, mais de façon non négligeable, une évolution aussi des cultures. En fait, quand on découvre ce que l'équipe est capable de faire par elle-même, je pense qu'en tant que manager, on apprend des choses aussi, en fait, et en changeant sa posture, on recrée une dynamique au sein de l'entreprise. En fait. Donc, sur le... Oui. Est-ce que tu as des succès, des choses que tu aimerais partager, des effets que tu as pu constater sur certaines équipes, Alors, un peu les effets au quotidien, comment ça avait transformé certaines des équipes? Alors, le premier succès qu'on a rencontré, c'est qu'on a beaucoup appris sur la notion d'équipe, Guillaume, en fait. Hein, voilà. Entre l'idée qu'on s'en faisait au départ et Oui, maintenant avec ce retour d'expérience, voilà, même tout n'est pas encore calé, parfait, mais on a vraiment, vraiment progressé dans ce qu'est une équipe, en fait, et les différents types d'équipes, les différents profils d'équipe, en fait. Sachant que la particularité ici de Saretech, c'est quand même qu'ils étaient dans le cas le plus difficile qu'on puisse avoir, enfin en termes d'usage quand même. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé OpenDecide, entre autres, pour créer en partie certaines équipes. C'est-à-dire que d'habitude, nous, on intervient sur des équipes qui sont potentiellement déjà bien constituées et qui, on va dire, sont déjà dans un mode opération. Là, dans le cas de Saretech, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on avait plein de petites équipes qui préexistaient. Et en fait, l'idée a été d'utiliser OpenDecide comme justement une première étape pour agréger ces équipes et les faire travailler ensemble. Et pour certaines, elles se sont découvertes à ce moment-là et ont fait ce travail finalement de création de l'équipe à travers le processus OpenDecide. Et donc, du coup, on a eu des équipes qui se sont révélées à elles-mêmes et qui ont commencé à vivre en tant qu'équipe à partir de ce moment-là. Donc, pour Saretech, ça a été un gros moment pour pas mal d'équipes sur ce sujet-là parce que c'était quelque chose d'assez nouveau pour le coup. Là, tu l'as évoqué tout à l'heure aussi, des équipes qui étaient en mode catastrophique, on va dire, sur les premiers résultats. Et
une interaction s'est créée, ils ont commencé à structurer leur façon de fonctionner ensemble et ça s'est révélé immédiatement sur les résultats. Donc, on a eu quelques belles révélations comme ça, où au départ, sur le papier, on pouvait se dire, bon, il ne se passe pas grand-chose dans cette équipe. En fait, si, il s'est passé des choses. Et lorsqu'on a fait le deuxième test quelques mois plus tard, effectivement, ça s'est révélé dans les résultats, entre guillemets. En fait. Comme j'évoquais aussi, on a pu mesurer sur certaines équipes une amélioration de la productivité, en fait, une meilleure sérénité dans le travail, mais aussi une amélioration dans la productivité. Je pense qu'on a fait évoluer les mentalités aussi, les mindsets, en fait. Pas partout, mais je pense que ça a permis de faire évoluer aussi les mindsets. Il y a encore du chemin à faire. Je pense aussi que la démarche, alors ce qu'on évoque, il y a des équipes qui ont bien fonctionné, d'autres qui n'ont pas forcément décollé, et d'autres qui sont restées, alors pour les raisons que j'évoquais, parce qu'on les a appréhendées comme on appréhendait le mode équipe de façon analytique. En fait, on a compris que voilà, ce n'était pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement qu'il fallait rechercher, en fait. Et donc, néanmoins, ça a permis quand même d'aborder un recentrage sur les valeurs, sur les notions de comportement, d'engagement, d'autonomie, de contractualisation, de confiance. C'est des concepts qui ont été dilués. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être probablement une évolution des mindsets, de l'état d'esprit des gens, même si tout n'est pas encore acquis. C'est un gros construit, celui-là. Donc, voilà. Et puis, l'évolution des modes de management, ça, on l'a vu aussi, en fait, des gens qui se sont mis à faire, alors j'utilise le jargon informatique, des délits, c'est-à-dire des réunions d'un petit quart d'heure tous les jours pour savoir qui fait quoi, en fait. Des reviews, tout n'est pas parfait, mais on a certaines équipes qui ont adopté ce mode de review où on aborde qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quelles solutions on essaie de mettre en place, en fait. Et puis, des modèles aussi d'une plus grande coopération entre les gens, de passer d'un mode d'ajustement mutuel à réellement une logique de coopération, de répartition des rôles, des tâches, etc. En fait, voilà. Les bonnes pratiques, certaines ont émergé de façon intéressante. L'intensification de l'usage de Teams, pas grand-chose, mais c'est un outil collaboratif, ça aide un peu, on va dire, voilà, à partager des informations, à les concentrer au même endroit, à avoir des modalités d'interaction. On a vu apparaître des feux de camp, donc ça, c'est des choses que j'aime bien. Il y a un problème, on le traite tout de suite, en 10 minutes, on se réunit, on arrête tout, et 10 minutes, on traite, s'il y a une solution, chacun repart, et tout le monde travaille, ça c'est assez efficient. Alors, il faut le faire sur les bons sujets, mais quand c'est bien fait et sur les bons sujets, c'est relativement efficace. Vos équipes vous diront, là au moins on prend des décisions, en fait, on ne reste pas avec un sujet qui reste des jours et des jours sans être traité, ou en attendant la réunion participative. Voilà, c'est l'équipe qui prend l'initiative. OK, il y a un problème, on traite, et tout de suite. Donc les délits, je l'ai évoqué, en fait. On a vu les équipes, moi ça m'a surpris, écrire les valeurs, pratiquer les valeurs, mais ils ne les ont jamais écrites. Et là, ils se sont intéressés au fait de l'écrire, parce que les nouveaux entrants dans l'équipe devaient s'inscrire dans ces valeurs. Avant, on les apprenait, maintenant on les affiche, on matérialise, enfin on matérialise entre guillemets l'état d'esprit de l'équipe, et bien on l'écrit, en fait. Et ça, c'est des choses que je trouve intéressantes. Donc, je l'évoquais, une notion de review introspective aussi. Et puis, on a vu les équipes développer le côte à côte pour faire le onboarding des nouveaux entrants, enfin, changer leurs pratiques quotidiennes, là où avant c'était délégué à un processus. C'est eux-mêmes qu'on dit, nous, on voudrait que les nouveaux arrivants soient traités de telle façon, qu'on les intègre de telle façon. Et certains managers ont laissé l'initiative à leurs équipes. Et donc, ça, ils ont fait évoluer la façon dont ils embarquaient les nouveaux membres d'équipe. En fait. Voilà un peu ce que je peux dire un peu sur les difficultés et les succès rencontrés, Guillaume. Merci beaucoup. Il y a quelques questions, du coup, j'en profite, puisqu'on a quelques questions qui sont tombées dans le chat, notamment par rapport à la diminution du niveau de turnover des équipes. Est-ce que ça a pu être mesuré ou pas? Non. On a du turnover, mais il n'est pas structurel, donc non, ce n'était pas là-dessus qu'on souhaitait agir. Donc, on n'a pas noté d'amélioration ou de détérioration particulière sur ce plan-là. C'est pas par rapport à l'état d'esprit de l'entreprise, c'est pas là que les enjeux. C'est pas là que les enjeux étaient a priori, j'entends bien sûr. Mais même aujourd'hui, on continue encore le projet, enfin le déploiement. Et voilà. Guillaume, oui, je ne sais pas, tu as peut-être une vue externe de l'entreprise, mais. Non, ça n'a jamais été un sujet, c'était jamais trop un sujet, tu vois. On était plus effectivement sur des sujets de performance d'équipe et transformation des modes de fonctionnement des équipes plutôt. Et après, sur de l'aspect turnover,
Finalement, nos clients, ils viennent peu nous chercher sur l'aspect turnover. Par contre, on sait très bien comment réduire le turnover dans les équipes avec OpenDecide, en particulier sur l'amélioration de la notion de la réduction des frustrations et l'amélioration de la sécurité psychologique sont les 2 facteurs clés pour pouvoir conserver les personnes, en interne de l'équipe. Donc ça, on est en capacité on a eu des équipes où il y a eu, des gens qui ont décidé, qui ont décidé de rester parce que d'un coup, il y avait une amélioration, radicale, de la cohésion de l'équipe, de la réduction des frustrations. Donc les gens, ils commençaient à pouvoir avoir, cette capacité à avancer dans leur travail. Donc ouais, ça, c'est des sujets sur lesquels on peut travailler. On va dire que nos clients, étonnamment, ne viennent peu nous chercher. Je pensais qu'on viendrait nous chercher davantage sur ce sujet, mais au final, c'est pas quelque chose Pas sur lequel encore. les gens viennent nous chercher. Non, pas encore, non. En tout cas, on s'est pas positionné d'ailleurs on s'est pas positionné comme tel, hein, d'ailleurs, hein, pour réduire le turnover. On est plutôt sur des sujets de performance, d'amélioration du fonctionnement des équipes, plutôt, ouais. Et du coup, L'empowerment aussi, la Guillaume, responsabilisation. merci beaucoup. Il y avait une question un petit peu avant sur l'interface OpenDecide en anglais. Oui, ouais, tout est en anglais, français. Les pratiques sont en anglais, français aussi, donc il y a complètement possibilité de pouvoir utiliser la plateforme dans les 2 langues. Du coup, et avoir même des équipes qui sont, moitié français, moitié, anglophones, il y a aucun problème aussi. Voilà, ça s'adapte. Ok, super. Et je me permets, Alain, de vous poser une question. Du coup, ça a été quoi les grandes difficultés rencontrées? Puis, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les dépasser? J'ai entendu la connaissance et la réflexion sur qu'est-ce qu'était une équipe, clairement, et plein d'apprentissages et des petits cailloux dans la chaussure, des petites difficultés. Puis, ce que vous pourriez nous partager sur comment les tacler? Alors, tout ça, c'est une espèce de Rubik's Cube, entre guillemets. Oui, la révélation du fait que les équipes pouvaient être différentes, que leur finalité pouvait être différente. Voilà, c'est des composantes clés pour bien interpréter ou accompagner, coacher. Alors, il faut peut-être revenir un peu sur la démarche, hein. Généralement, voilà, on informe les utilisateurs, on leur explique, enfin c'est comme ça qu'on a fait tout au moins, je ne sais pas si c'est le schéma classique, voilà, on a fait des campagnes de communication, des Teams, hein, où on invitait les gens à venir en fait, on les préparait à ce qui allait leur arriver, on leur expliquait la démarche, le mode de fonctionnement d'OpenDecide, ils faisaient le questionnaire et derrière on avait donc à chaque manager était associé un coach, voilà, et puis ensuite coach manager organisait le débriefing avec les équipes. En fait. Donc avant le Covid, c'était sympathique parce que c'était en présentiel. Pendant le Covid, ça s'est fait à distance. Donc c'était peut-être un peu moins d'humain, je dirais, de rapport humain. On observe beaucoup de choses quand on est au milieu d'une équipe, en fait, les regards, les échanges, etc., qu'on ne perçoit pas lorsqu'on a simplement des vignettes sur un écran. Donc, voilà, c'est là qu'on a réalisé, puis on a essayé d'orienter un petit peu le travail pour aider les équipes à structurer leur démarche. Et c'est là qu'on a découvert qu'il fallait aborder, selon le profil d'équipe, des angles d'approche complètement différents, en fait. Si vous parlez pour illustrer ça, si vous parlez de performance à 2 ans, 3 ans à une équipe qui est en production, qui est constamment en train de s'adapter, vous commettez une erreur. En fait, leur demandez pas de se projeter trop loin. Alors, sur certains registres, ils le peuvent, mais sur le quotidien, leur problème, c'est de pouvoir s'ajuster très rapidement, s'organiser rapidement et de le faire de façon dynamique, conviviale, voilà, et avec une intention, c'est que ce soit plutôt eux qui décident, en fait, OK, pour atteindre tel KPI, voilà comment on va s'organiser. C'est plutôt ça. Alors que d'autres équipes, comme je disais, c'est plutôt des contributeurs individuels, c'est des équipes de spécialistes chez nous. En fait, ils sont reconnus au niveau des assureurs, ils gèrent ce qu'on appelle, nous, des dossiers complexes. Ils collaborent entre eux, ils s'entraident, hein, parce que parfois, quand sur un dossier, il peut y avoir besoin d'un spécialiste A, d'un spécialiste B, d'un spécialiste C. Ils s'entraident, il y a beaucoup d'entraide entre eux, mais leur production reste individuelle. Ces gens-là, on peut peut-être les amener plus à se projeter. Comment faire évoluer le service, comment on veut le rendre vis-à-vis des clients. Donc, si je prends comment on rend le service entre une équipe de production et une équipe de gens qui collaborent entre eux, vous allez avoir des réponses complètement différentes. Et donc, l'angle d'attaque, en fait, est totalement différent. Et nous, on est rentré un peu dans un modèle un peu monolithique. On a très vite compris, parce qu'on s'est heurté à un problème. Quand on disait aux gens, projetez-vous à 2 ans, 3 ans, ça n'avait pas de sens pour eux, en fait. Alors que sur les équipes, une fois de plus, de spécialistes chez nous, hein, toute équipe où les gens
collabore, ça peut être les conseillers, l'ensemble des conseillers dans une banque. Voilà, OK, chacun apporte sa contribution et eux peuvent se projeter sur comment ils peuvent faire évoluer leur façon de fonctionner ensemble, comment ils peuvent faire évoluer la façon de restituer du service comment dire, aux clients. Donc, pour moi, c'est le point saillant. Après, la deuxième difficulté, c'est de tirer un trait en disant bah, ça, c'est une équipe, un autre trait, enfin un autre cercle en disant ça, c'est une équipe. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Certaines, voilà, comme on le disait avec Guillaume, il y a certaines équipes qui n'étaient pas des équipes et qui sont devenues des équipes. Il y a des équipes qui n'étaient pas des équipes. Dans la majorité des cas, les équipes se sont retrouvées et je pense qu'aujourd'hui, elles existent. Il y a d'autres équipes qui se sont demandé ce qui leur arrivait, quoi, pourquoi on nous met ensemble, etc. Et dans le cas qu'évoquait Guillaume, notamment sur une agence chez nous, la première réunion, c'était vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'on nous enquiquine à réunir tous ensemble? On n'a pas de problème, on fonctionne bien. Effectivement, chacun fonctionnait de façon individuelle. Puis là, on commence à leur dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu améliorées? Est-ce que le travail de chacun, s'il était partagé, est-ce que ça ne contribuerait pas à avoir une meilleure réponse globale, hein, voilà, ce qu'un expert fait ou une assistante, la façon dont elle le fait, si elle le partage, elle peut aussi récupérer de bonnes façons de faire d'autres personnes. Et hop, progressivement, les choses se sont mises en place. Et ils ont travaillé aussi. En fait, ils ont découvert qu'ils avaient plein de cailloux dans les chaussures, en fait, mais personne n'en parlait. Et donc, voilà, progressivement, ils se sont organisés, structurés pour aborder les véritables problèmes, en fait, voilà, qui étaient pas masqués, mais qui n'étaient pas arrivés, en fait. Donc ça, c'est des points, voilà, c'est des points d'attention. Et puis, voilà, c'est pas tout à 10, tout à 0, en fait. Les équipes qui démarrent très bien, la majorité, hein, je vous rassure. Et puis, il y a les équipes voilà, qui n'ont pas démarré, mais probablement parce que le cercle était mal détouré ou parce qu'il y avait des conditions particulières. Voilà, c'est complexe une équipe, hein, c'est ce que je dis, c'est un sujet complexe. Et Ouais. voilà. Je ne sais pas, Guillaume, tu veux apporter quelque chose. Sachant que l'activité de Saretech est un peu particulière parce qu'en fait, vous êtes, suivant les typologies des tâches que vous devez effectuer dans une équipe, vous avez plus ou moins possibilité de créer une équipe avec une finalité commune et on va dire, les gens vont vraiment travailler en collaboration les uns avec les autres. Et vous avez aussi possibilité d'avoir des activités qui permettent, on va dire, d'avoir des silos. Enfin, en gros, c'est la production individuelle. Par exemple, un expert fait chacun ses dossiers et à la fin, on additionne tous les dossiers de tous les experts et hop, ça fait la performance finale. Et en fait, la particularité de Saretech, c'est que il pourrait très bien aller dans cette logique un peu de d'ubérisation, c'est-à-dire d'avoir des individus indépendants qui produisent des dossiers d'expertise. Sauf que la culture de Saretech est très intéressante parce qu'en fait, la culture de Saretech est justement pousse les gens à collaborer entre eux et à faire équipe. Là où on pourrait tout à fait avoir une approche très fordiste où chacun fait son truc dans son coin et il n'y a pas finalement d'interaction entre les membres si ce n'est des échanges vraiment de processus. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, la culture de Saretech, et c'est ça qui fait la force en fait de Saretech par rapport à ses concurrents, c'est une emphase qui est mise sur le fait de OK, on pourrait très bien bosser chacun dans notre coin, mais on va bosser ensemble parce qu'on sait qu'au final, pour le client final, c'est ça qui apporte de la valeur et on sait que dans le futur, d'ailleurs, nos clients nous demandent de plus en plus de répondre en tant que Saretech et pas juste en tant qu'expert A, expert B, expert C. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que justement, je pense que c'est une des caractéristiques fortes de Saretech. Comme le dit Guillaume, il y a un esprit très fort. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise plutôt agile. Il y a un esprit collaboratif assez fort. Il y a une forte solidarité. C'est une entreprise où 100% de l'actionnariat est salarié. Donc, bon, je ne sais pas si ça détermine des choses et n'importe quel salarié peut être actionnaire de l'entreprise. Donc, ce n'est pas une question d'état d'esprit. Voilà, ça marche bien, quoi, en fait. Le problème, c'est de dépasser le stade de l'ajustement mutuel, là où ça fonctionne bien. C'est d'aller au-delà, de dépasser ce stade face aux enjeux qui se présentent, quoi, en fait. Voilà. Avant, effectivement, c'était plutôt j'ai mes dossiers, je les traite. Là, on pourrait très bien dire à une équipe d'assistants, c'est un peu l'orientation qu'on a. Voilà, vous avez un ensemble de dossiers à traiter. Traitez-les comme vous le souhaitez ou presque, entre guillemets. L'essentiel, c'est que les dossiers soient traités, quoi, en fait. C'est pas savoir individuellement ce que vous avez fait. La force, notamment vis-à-vis de nos clients, ce sera d'être en capacité, selon les exigences, en fait, de traiter l'ensemble de ces dossiers.
En Ok. simplifiant et caricatural, organisez-vous, trouvez les moyens voilà, de pouvoir le faire. Ça, c'est une équipe plutôt de production, en fait. Du coup, il y a une question qui est tombée, une autre, vous avez parlé tout à l'heure, lors de la mise en œuvre, du fait que c'était un binôme manager-coach. Oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser si ce coach, d'où il vient? Est-ce que c'est un coach Saretec, un coach OpenDecide, un coach… Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Dans le choix qu'on a fait, parce qu'on avait fait une première expérimentation avec Guillaume pour roder un petit peu la démarche avec, je crois que c'était cinq équipes en fait, voilà. Et donc Elodie Bonnet et moi-même, on avait été formés à OpenDecide. Et on était avec les managers de ces équipes, on était censé les épauler en fait pour le débriefing notamment. Et le rôle du coach, c'est ce que je dis, un coach il rentre et il ressort en fait. Le manager il reste avec son équipe. Le coach il est là pour observer un peu l'extérieur en fait. Il rentre au milieu pour essayer d'animer, enfin pour essayer de détecter. Voilà. Les équipes se connaissent beaucoup, les managers équipes se connaissent beaucoup. Donc l'idée c'était d'introduire peut-être quelqu'un un peu plus objectif sur lequel on n'a pas trop d'accroche entre guillemets parce qu'il est coach, il est là que le temps de gérer les choses. Alors il vient conseiller aussi l'équipe et surtout observer avec un autre regard que celui du manager ou celui du collaborateur, observer un peu ce qui se passe, les modalités d'interaction pour enclencher, animer en fait, pour animer l'équipe. Voilà, vous sentez qu'il y a une tension quelque part, on va essayer de la révéler et parlez-en et chercher une solution et ça marche pas en fait. Le coach Sachant que bien. Donc c'est un choix qu'on a fait. la… Et ensuite, juste pour terminer, Guillaume, et ensuite, non, on a été formé des gens qu'on a désignés comme coach. Certains étaient managers et coachs pour que le manager soit pas seul à gérer OpenDecide, mais qu'il ait toujours un regard extérieur en fait, même si c'était des collaborateurs internes, dans un rôle un petit peu différent pour essayer d'animer, de mieux coordonner et puis comment dire, de révéler des choses ou d'être un peu plus audacieux pour engager l'équipe vers quelque chose. En fait. Donc c'est un choix qu'on a fait. Et en fait, l'équipe avait un coach. Ouais, sachant qu'en fait, la particularité des facilitateurs, enfin, en gros, c'est des coachs, bon, peut-être le terme est un peu fort quand même. Du coup, c'est des facilitateurs internes, c'est-à-dire finalement des personnes qui étaient volontaires pour, du coup, être en capacité d'aider le manager et les membres d'équipe à pouvoir ne pas avoir le travail d'animation, en particulier lors du débriefing de l'équipe, pour pouvoir permettre au manager et aux membres d'équipe de réfléchir ensemble, en fait. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que pour une fois, le manager, il avait la possibilité, on va dire, de faire tomber les galons et de pouvoir être avec son équipe pour pouvoir travailler. Ça, c'est tout l'intérêt, en fait. Après, cela étant dit, en phase de 2, ils n'avaient pas forcément des coachs professionnels, c'est-à-dire que c'était des facilitateurs internes, donc ce n'était pas le métier, c'est-à-dire c'était des gens de la société qui étaient là juste pour expliquer les résultats et pour pouvoir animer la session. Après, cela étant dit, ça permettait au manager d'avoir une personne avec qui discuter et puis derrière, après, l'équipe, bien sûr, est autonome dans l'amélioration de l'équipe. Et ça, c'est vraiment une des forces aussi, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire qu'à la fin, les équipes soient le plus autonomes possible. Et bien sûr, les coachs peuvent intervenir pour relancer la dynamique si besoin est, ou éventuellement prendre du recul. Une personne externe pour intervenir. Tous les coachs, et du coup, pardon. Allez-y Alain, je prends la parole après. Tous les coachs donc, ont eu une espèce de micro-formation entre Elodie, Guillaume et moi. En fait, on les a embarqués en leur disant voilà le rôle de coach, voilà votre rôle, voilà ce qu'est OpenDecide et voilà un peu ce qu'on attend de vous. Puis ensuite, Elodie et moi-même, on est restés un petit peu en super coach, c'est-à-dire derrière eux, pour pouvoir accompagner chacune des équipes. On a toujours été très proche des équipes et canaliser. C'est un modèle qui fonctionne bien. Après, comme l'a dit Guillaume, après, dans le cycle, ce ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir des coachs, sauf s'il y a des difficultés. L'idée, c'est peut-être aussi un peu ça. S'il y a des choses qui n'arrivent pas à émerger au niveau du travail introspectif, peut-être introduire un coach un peu étranger à ce qui se passe et qui essaie de comprendre ce qui se passe et qui puisse faciliter les choses. Oui, parce qu'il y a pas mal de questions. Pardon Guillaume. Il y a des questions dans le chat justement en précision sur rôle de coach, rôle de manager. Moi, je me permets d'intervenir très brièvement en tant que coach externe où effectivement, comme vous disiez, Alain, pour rebondir, le manager, il reste dans l'équipe et c'est pas parfois le facilitateur de l'équipe, si on a une comme il fait partie, il peut pas tout dire, tandis qu'un coach externe, à certains moments, il peut se permettre de pointer des choses et quelque part de secouer de se faire des ennemis, de se mettre des gens à dos. Ce que pourra pas faire
ce que pourra pas faire quelqu'un en interne forcément. Et du coup, Lionel qui a posé des questions, je pense que si je comprends bien tes questions, Lionel, tu dis dans les faits, le manager, tu reprends ce qui a été dit, le manager est censé épauler les personnes, mais alors dans les faits, non, rien, c'est le coach qui est moteur. Du coup, quel rôle pour les managers donc, il y avait besoin de clarification là. Le coach, il intervient lors des débriefs, lors des premiers débriefs. C'est important pour commencer à animer l'équipe, amener l'équipe à faire émerger les solutions. En fait, voilà, comme tu l'as dit, Lisa, c'est quelqu'un qui rentre et qui sort. En fait, il rentre le temps de l'animation, il peut bousculer les gens, on ne peut pas l'attraper, il rentre et il sort. Enfin, c'est une image en fait. Et il a un rôle d'animation, de révéler les choses, de faire dire les choses. Les gens s'adressent plus facilement à lui qu'au manager pour dire les choses, etc. Et de conduire l'équipe. Moi, j'adorais faire ça en fait, et de conduire l'équipe. Bon, ok, so what? Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Et là, à partir de là, on rentre, on inverse la vapeur, si je puis dire, on inverse la proposition et les gens commencent à collaborer entre eux. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et réussir à amener l'équipe à comprendre qu'on peut ne pas être d'accord sur des sujets, on peut révéler des problèmes, les recentrer sur OK, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Et le manager doit être là, bien sûr, pour participer, comprendre que dans certains cas, il peut être facilitateur, laisser ses équipes et les accompagner. Il a un droit de regard, hein, bien sûr, bien entendu. Voilà, et laisser ses équipes apprécier si la solution est bonne ou pas, etc. Et certains managers nous l'ont dit, hein, finalement, plutôt que ce soit moi qui cherche toujours les solutions, ils ont souvent de très bonnes solutions, ils les essayent, si ça ne marche pas, on les laisse réessayer autre chose. Quand c'est le manager, c'est qu'il a pris une mauvaise décision et il réimpose une décision. Je suis caricatural, mais voilà. Donc, le coaching, il était juste là pour lancer, parce que c'est une fois de plus, hein, c'est pas un sujet aisé, pour lancer, accompagner les managers, les rendre à l'aise un peu vis-à-vis de leur équipe, se mettre en posture d'écoute aussi vis-à-vis de l'équipe. Hein, souvent, ce que je disais aux managers, observe tes équipes. Je suis persuadé que tu vas découvrir des choses très révélatrices sur les capacités de tes équipes à fonctionner ensemble. Et le rôle du coach, c'est justement de faciliter, d'orienter l'équipe sur un fonctionnement interne et commencer à découvrir qu'elles peuvent ne pas être d'accord, elles peuvent avoir des problèmes et qu'elles sont en capacité de trouver des solutions et que le manager n'est pas forcément intervenu pour ça, en fait. Merci. Le manager doit être paradoxal, hein, il y a certains cas. Je pense que ça a été assez clair. Donc, cette capacité à changer de posture que tu as pointé du doigt en fonction des demandes et qui est aussi en fonction de la maturité. Du coup, notre gardien du temps souhaite intervenir. Le gardien du temps vous alerte parce que ça fait un quart d'heure que nous avons dépassé l'horaire prévu sur cette séquence-là. Est-ce que le gardien, une dernière remarque, on parle du contrat de fonctionnement au sein de l'équipe, en fait. On ne parle pas du fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'est important aussi de bien appréhender cette notion-là. On travaille sur des équipes et on les aide à faire émerger un mode de fonctionnement, je dirais, coopératif, collectif, selon la nature des équipes. Il faut vraiment se centrer là-dessus, en fait, hein, et non pas sur le fonctionnement de l'entreprise. Hein. Souvent, ce que je disais, il y a des sujets, ce n'est pas ici qu'il faut les traiter. Il faut savoir les sortir et les traiter. Voilà, excusez-moi, c'était juste la dernière parenthèse. Non, mais c'est passionnant parce que du coup, ça veut dire qu'il faut y avoir de la clarté de ce qui est du périmètre de l'équipe et de ce qui est d'autres périmètres. Et puis, j'imagine, au fur et à mesure, savoir aussi ce qui est hors du périmètre de l'équipe, où est-ce qu'on peut poser ce caillou dans la chaussure et comment on peut du coup avancer à d'autres niveaux. Le maître mot, c'était travailler sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et en final, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses où les équipes peuvent agir. Oui, souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes qui découvrent qu'en fait, mais en fait, oui, on peut agir sur ça. Mais oui, c'est tout à fait autorisé. Et le manager, il fait, mais oui, mais j'attends justement que vous fassiez quelque chose. Il n'y a pas de souci, vous avez carte blanche. Et là, il y a des équipes qui découvrent. C'est impressionnant les blocages. Ouais, donc c'est marrant. Il donne la permission, il donne l'autorisation d'agir. Souvent, la permission est déjà là et c'est juste qu'il la saisisse. Il la saisisse à un moment donné, quand ils comprennent. C'est marrant. Donc, je suis désolé d'insister, mais nous avons maintenant plus d'un quart d'heure de retard. Donc, le problème, c'est que Guillaume, il va falloir que tu condenses ta dernière intervention. Voilà. Et je vais du coup, je vais enchaîner. Merci beaucoup Alain pour le témoignage. Merci de m'avoir invité. J'aurais dû commencer par ça. Je le fais maintenant. Merci de m'avoir invité à toute l'équipe. Merci. Merci d'être venu. C'est super. Merci Alain. Et donc là, alors je vais vous présenter très rapidement, une dizaine de minutes, mais en version ultra condensée, comme ça c'est bien. On a publié un livre blanc là qu'on a mis à jour récemment en 2021. Donc vous avez vu compter, on
on collecte beaucoup de données avec OpenDesign, donc on est un peu en première ligne pour pouvoir du coup voir comment les équipes aujourd'hui évoluent, c'est quoi leurs points faibles, leurs points forts, c'est quoi les besoins aujourd'hui des équipes en matière d'accompagnement, de coaching, et voir un peu aussi quelles sont les tendances en matière d'évolution des modes de fonctionnement des équipes. Donc on a lancé un livre blanc qui pourra vous être envoyé, du coup. Alors, l'intérêt, en fait, ici, c'est que l'étude, elle se pose sur le même périmètre que je vous ai montré au démarrage. Alors, ça a permis, en fait, de découvrir plusieurs choses très intéressantes sur l'analyse de toutes les équipes, et en particulier 3 grandes découvertes majeures. La première, c'est celle que je vous avais montrée au démarrage, c'est-à-dire qu'il existe, en fait, des profils d'équipe en fonction du niveau d'alignement, et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'au final, dans une équipe, les équipes, effectivement, tout à l'heure, Alain a dit qu'il y avait un sujet de certaines équipes avaient besoin justement d'avoir ce coach qui pouvait intervenir, en tout cas ces facilitateurs qui pouvaient intervenir pour parler de sujets qui n'étaient pas forcément faciles à aborder en tant que manager. Souvent, ça se produit au niveau d'équipes qui sont fonctionnelles, au niveau entre dysfonctionnelles et fonctionnelles. Donc, on va dire en dessous de 7.5 ici, et entre 6.5 et 7.5 ici, donc entre les deux. Donc, ça veut dire des équipes où le manager, il n'est pas forcément, ou même sur des équipes à presque 8, on va dire qu'on a des managers qui parfois ne peuvent pas dire tout. Voilà, parce qu'il peut y avoir des tensions qui peuvent apparaître et que l'équipe veut éviter ça. Donc là, c'est vrai que c'est là où ça devient très intéressant d'avoir des personnes externes, des facilitateurs pour intervenir. Également, du coup, on va pouvoir, par contre, au-delà, ici, souvent les équipes qui sont à ces niveaux-là, elles ont peu besoin finalement de facilitateurs. Elles peuvent globalement s'en sortir très bien toutes seules parce qu'elles ont le niveau de maturité suffisante, en particulier des équipes qui sont dans des niveaux optimales ici. On va dire si elles vont chercher des facilitateurs, c'est plutôt pour du confort et pour que tout le monde puisse participer. Voilà, on va dire. Plutôt, mais globalement, voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire en tant que facilitateur, en tant que coach. On va dire l'équipe se gère toute seule, se pose des questions toute seule. Vous avez juste à regarder et à les observer faire finalement. Et voilà, ça les rassure qu'il y ait quelqu'un pour gérer le temps, on va dire, que ce ne soit pas le manager ou le membre de l'équipe. Alors, ce qu'on a pu découvrir dans l'analyse aussi, c'est qu'il existe deux typologies d'équipes en plus de celles que je vous ai montrées, la dysfonctionnelle, fonctionnelle et optimale. On a aussi des équipes qui sont dites exploratrices ici. Alors, c'est une typologie d'équipe un peu particulière. Ce sont des équipes qui ont un mode de fonctionnement qui est désaligné. Donc, il y a beaucoup d'axes de travail à effectuer avec ces équipes. Donc, il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles on peut travailler, mais c'est des équipes avec des niveaux de performance qui sont hyper élevés. Alors là, c'est des équipes un peu particulières qui vous challengent beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont des équipes qui ont atteint des niveaux très élevés de performance, mais qui en plus ont un souhait de faire évoluer de manière souvent assez radicale leur le mode de fonctionnement d'équipe. Donc là, ce sont des équipes qui ont atteint souvent des maturités très élevées dans les modèles directifs participatifs et qui ont envie d'une rupture assez forte d'un coup pour basculer vers des modèles autonomes. Voilà. Et donc là, on va être souvent sur des équipes qui sont très challengeantes et qui sont très volontaires pour pouvoir transformer rapidement leur mode de fonctionnement. C'est un peu la meilleure configuration qu'on peut avoir, entre guillemets, même si c'est très challengeant ce genre d'équipe. Et on va avoir aussi des équipes qui sont heureusement très peu nombreuses, qui vont être dans des logiques plutôt qu'on va considérer, alors nous on les appelait résignées, fonctionnement d'équipe résignées ou des équipes fatalistes en interne d'OpenDesign. Ce sont des équipes qui ont des niveaux dysfonctionnels de fonctionnement et qui ont fini par accepter leur destin d'équipe qui ne fonctionne pas très bien. Et tant que le manager ne bouge pas et ne se change pas lui-même, l'équipe ne bouge pas. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet un peu de prise de confiance. La prise de conscience souvent des résultats d'OpenDesign et un peu un premier travail avec ces équipes-là déjà permet de grande prise de conscience. Souvent, ce sont des équipes qu'on va retrouver très rapidement dans le niveau dysfonctionnel après ou carrément direct dans les niveaux fonctionnels après. Étonnamment, c'est pas très compliqué de faire bouger des équipes qui sont dans des niveaux résignés. On était étonnés, on pensait que ce serait très compliqué de les faire bouger ces équipes-là, mais finalement, ça bouge plutôt assez vite. Alors, ça, c'était le premier gros apprentissage qu'on a pu avoir. C'était déjà de pouvoir visualiser ça et de voir les équipes sauter, se positionner et évoluer du coup sur ce schéma. Donc, c'était très puissant. Ça explique beaucoup de choses qu'on peut observer dans la réalité du quotidien. Le deuxième élément, on s'est posé la question, OK, du coup, est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement qui est plus, entre guillemets, plus performant qu'un autre? Et donc, on est allé regarder là-dedans et on les a triés avec si 50% des processus d'une équipe sont, on va dire, en modèle directif, on considère que c'est une équipe qui est dans un modèle
de management qui est plutôt directif. Et si on est dans une équipe avec un modèle plutôt participatif à plus de 50%, ben, on le considère dans un modèle participatif. Et ce qu'on a pu observer, en fait, alors c'est un phénomène quand même qui est très intéressant, c'est qu'a priori, on a quand même une évolution des modèles, c'est-à-dire que le modèle directif, modèle participatif et autonome semble créer en fait des effets d'escalier, c'est-à-dire des effets où en fait les modèles autonomes, si les équipes qui arrivent à atteindre des niveaux de modèles de performance autonome ont des niveaux de performance qui sont plus élevés que les modèles participatifs et modèles directifs. Et il semblerait que du coup qu'on ait des sortes d'étapes. Donc ça, est-ce que ça prouve que le modèle autonome est plus performant que le directif ou le participatif? Je ne suis pas sûr parce qu'il y a des situations, à mon avis, dans lesquelles les directifs participatifs sont plus intéressantes que d'autres. Et n'oubliez pas que ce n'est pas forcément tous les processus qui sont directifs ou participatifs. Certains processus le sont, d'autres non. Mais globalement, on voit quand même que ça tend vers cette théorie que les modèles autonomes demandent certes une maturité plus grande, mais permettent d'obtenir une performance d'équipe plus importante in fine. Voilà. Donc ça, c'est un point intéressant. Évidemment, on note quand même qu'il y a peu d'équipes en modèle directif. Alors, c'est peut-être parce que ce n'est pas forcément nos clients, et c'est aussi parce que sans doute, il y a un phénomène de société qui a beaucoup, beaucoup basculé les équipes dans des modèles de management, un modèle plutôt participatif. La mode est plutôt au modèle participatif et ici, vous voyez clairement, et plutôt vers une évolution vers le modèle autonome. Et donc d'ailleurs, c'était le troisième enseignement qu'on a pu avoir, c'est de se demander, OK, bah, du coup, si les équipes, est-ce que les équipes déjà, elles veulent aller vers les modèles autonomes? Pourquoi pas, hein? Et si oui, elles y vont comment, ces équipes? Selon quel processus de travail? Et en fait, ce qu'on a pu noter, c'est que c'est hyper intéressant parce que c'est beaucoup moins, radical. On a une vraie sagesse exprimée par la part des équipes. C'est très intéressant, une sorte de vraiment intelligence collective, hein, vraiment on peut parler de ça parce que les équipes, c'est rare, les équipes sont pas des bourrins, c'est-à-dire d'un coup, ils basculent pas tout en modèle autonome ou c'est très rare et elles y vont souvent progressivement. Elles passent pas du modèle directif à un modèle autonome direct. Étonnamment, une équipe, on a vraiment des effets comme si finalement une équipe était un être vivant qui était consciente de ses limitations et de son niveau de maturité et allait évoluer étape par étape en fonction de ce qu'elle avait besoin et qu'une équipe est consciente de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible et ce qui est du domaine du réalisable en tant qu'équipe et ce qui n'est pas du domaine du réalisable dans l'état actuel de l'équipe. Et donc, ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est que majoritairement, la moyenne des équipes, on est vraiment sur des modèles 100% participatifs. Donc, c'est des moyennes, hein. Aucune équipe n'a 100% participatif, mais en moyenne, on a quand même une surreprésentation du modèle participatif. Et on va basculer sur le modèle autonome sur certains processus. Pas tous. On va voir que le manager garde un rôle très important sur la définition des rôles, des responsabilités, la manière de gérer les activités au sein des équipes, la manière de gérer les tensions. Les équipes ne sont pas encore prêtes à pouvoir gérer elles-mêmes les tensions au sein de l'équipe. On a encore besoin d'avoir ce rôle de médiateur du manager dans beaucoup d'équipes. Les réunions aussi, pour pouvoir gérer ça. On n'est pas encore au niveau de maturité où toutes les équipes souhaitent basculer vers des modèles où on va venir vraiment gérer avec l'équipe finalement, auto-organiser avec l'équipe la gestion de la réunion. Idem, on va être sur quelque chose où les gestions de l'évaluation de la reconnaissance, on est encore face à des managers qui vont dire: «Toi, tu as bien travaillé parce que tu as fait ça, ça, ça cette année et du coup, tu as droit à telle augmentation, tu as droit à tel niveau de reconnaissance, à telle évolution». C'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les équipes, elles sont très loin de se dire: «OK, on va se mettre, on va se mettre autour de la table et c'est les collègues entre eux qui vont décider qui a droit aux augmentations, aux primes et cetera». On n'en est pas du tout là encore à ce stade de maturité aujourd'hui des équipes qu'on a globalement, en France, hein, qu'on a pu analyser. La gestion des compétences, ça repose beaucoup encore sur des systèmes centralisés. Comment on augmente les performances, la performance et cetera. Et pareil pour le recrutement et les intégrations. Par contre, on a 4 un peu plus, du coup, on en a 5 processus sur 12 qui sont en bascule vers le modèle autonome et ça, c'est très intéressant. Le premier, c'est la définition de la mission d'équipe. Vous avez globalement aujourd'hui des équipes qui ont un besoin radical de définir elles-mêmes quelles sont leurs raisons d'être. C'est quoi la raison d'être de notre équipe? Qu'est-ce qu'on cherche à faire en tant qu'équipe? C'est quoi notre mission d'équipe? Donc, tout le travail qui aujourd'hui est fait de définir en équipe. Pas juste le manager tout seul qui définit dans son coin, c'est fini cette époque-là. On va dire vraiment l'équipe a vraiment besoin de se dire, on se met d'accord autour de c'est quoi la mission de notre équipe? À quelle cause on va servir ensemble? Ça, la première chose, c'est le premier élément, premier enseignement. Le deuxième élément, c'est la gestion d'esprit d'équipe. On a des équipes qui alors c'est ce que c'est un effet post-covid sans doute, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui aujourd'hui ont dit: «Les pauses informelles, c'est bien, mais il faut vraiment qu'on crée des moments sécurisés, sacralisés pour pouvoir passer du temps ensemble, prendre soin les uns des autres, se découvrir en dehors du travail pour pouvoir du coup faire du lien entre nous».
Voilà. Et ça, c'est vraiment un besoin qui est ressorti dans beaucoup d'équipes. On a quelques pratiques très intéressantes du coup des retours de pratiques qui ont été mis en place dans ce cadre-là, en particulier pendant le confinement. Alors, le, alors du coup, juste, je vois une question d'Isa sur la partie comment est déterminé le fonctionnement de l'équipe. C'est une très bonne question. En fait, dans le cadre du questionnaire, bien sûr, les membres d'équipe ne vont pas ils vont pas cliquer en fait sur, autonome, participatif, autonome parce que ça veut rien dire pour eux. Et donc en fait, juste pour vous montrer ici, dans le questionnaire, on vient leur poser carrément à un moment donné hop, 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 voilà, ici. Dans le cas du questionnaire, en fait, ici, on va leur poser de savoir comment l'équipe fonctionne aujourd'hui et comment elle souhaiterait fonctionner demain et c'est eux qui choisissent en fait les différentes possibilités. Voilà. Donc c'est eux qui choisissent et au passage, souvent, ils découvrent des modes de fonctionnement. Et après, la point de bascule de savoir si l'équipe elle est autonome, si, ils sont en mode autonome, en modèle directif, participatif, c'est à 50+1. Donc c'est vraiment la moyenne, on a testé quasiment tout et en fait, c'est 50+1 et ça suffit largement et ceux qui sont pas forcément, OK pour être en modèle autonome, par exemple, on a vraiment vu un effet, c'était une des théories qu'on voulait vérifier, savoir, si 50%+1 des gens sont dans une volonté de basculer, par exemple, dans un modèle qui correspond plutôt à un modèle autonome, est-ce que, ils vont suivre? Et finalement, c'est hyper intéressant, mais oui, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment des effets de contrat de fonctionnement collectif et il y a un effet grégaire chez l'humain qui dit: «OK, c'est le contrat du groupe, on suit». Et on a des gens qui sont pas forcément à 100 chauds, par exemple, pour basculer en modèle autonome, mais qui vont suivre le groupe et ça fonctionne très bien dans la réalité. Voilà, et ils vont pas être en révolte. On a eu 0 effet de révolte sur des équipes, en tout cas sur 600 équipes qu'on nous a remonté, jamais d'effet de révolte. C'est hyper intéressant. On s'attendait à ça et on l'a pas eu, du coup, sur le déploiement. Hem, je vais juste terminer du coup, ici sur la partie, hop, non c'est pas celle-là, tuc, ici sur la partie, gestion de l'esprit d'équipe, ce qu'on va pouvoir voir aussi, c'est la définition des objectifs et des indicateurs qui sont demandés par les équipes. C'est-à-dire le fait qu'on co-anime les objectifs et les indicateurs ensemble et qu'on puisse les co-définir ensemble au sein d'une équipe. La gestion des valeurs. Alors la gestion des valeurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les valeurs, ouais, les valeurs, les sociétés à mission et cetera. Aujourd'hui, les gens, ils sont très pragmatiques dans les équipes et ils souhaitent basculer dans des modèles où le modèle autonome vient définir de manière beaucoup plus précise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est pas simplement, égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est très bien. Ça, c'est le modèle plutôt participatif, ce modèle-là. Là, on est vraiment dans un modèle, le modèle autonome va favoriser la mise en mots de c'est quoi les comportements associés derrière, liberté, égalité, fraternité, au sein de notre équipe. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là, en fait? Et donc, les équipes sont beaucoup plus en quête d'aller vraiment chercher et d'illustrer à travers des comportements du quotidien, des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Pour avoir vu beaucoup de collectifs faire ce travail, c'est assez impressionnant ce qui peut ressortir, sur ces sujets-là. Parfois des règlements de compte aussi, mais en tout cas, ça permet de créer cet environnement protecteur, de se dire: «OK, on est dans un environnement où on partage un socle de valeurs communs pour pouvoir du coup, travailler ensemble». Ça, c'est ultra important pour les équipes. Dernier élément, le partage de l'info. Le fait qu'aujourd'hui, globalement, les équipes, elles ont envie d'arrêter l'aspect siloté de l'information et vraiment de se dire: «J'ai accès à toute l'information disponible». Pour pouvoir du coup circuler entre l'information, entre les différents rôles au sein de l'équipe. Donc on est vraiment sur une mise en commun aujourd'hui de plus en plus, c'est un phénomène qu'on observe, mise en commun des informations et donc avec des stratégies derrière des équipes de pouvoir mettre en commun et derrière d'organiser cette information de sorte à pouvoir s'y retrouver parce que c'est mettre en commun, c'est bien. Naviguer dans cette information, c'est autre chose. Donc il y a tout un sujet aussi de comment on organise l'information pour circuler entre ces flux d'informations. Voilà. On va dire ça, c'est les grosses évolutions qu'on a pu noter en 2021, en termes de souhait d'évolution, et de transformation au niveau des équipes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cet aspect-là qui, Alors, il y avait qui juste peuvent une question éventuellement vous intéresser. un petit peu précédemment, mais on revenait sur la partie coaching, hein. Et il y avait une question sur l'accompagnement et notamment si des outils type Serious Game pouvaient être utilisés. Et peut-être dans tes pratiques, est-ce que tu as dans les répertoires de Ah ben, pratiques, je sais plus. moi, en fait, les serious games, par exemple, si vous déterminez, je sais pas, par exemple, ici dans l'outil, enfin, nous, on a des outils ici, par exemple, là, imaginons, ils doivent travailler, pour reprendre une thématique, la gestion des valeurs.
Par exemple, on va rester sur la gestion des valeurs, par exemple. La gestion des valeurs, typiquement, on peut tout à fait, envisager en fait, ici, alors là, c'est des ateliers que nous, on fournit par OpenDesign, mais vous n'êtes absolument pas obligé de les utiliser. C'est juste comme ça, et vous pouvez créer carrément les vôtres, d'ailleurs les mettre, les charger dans la plateforme, hein, si vous souhaitez avec les clients. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez tout à fait à ce moment-là, une fois que vous avez cet état des lieux, créer des serious games pour travailler telle et telle thématique ou utiliser des serious games existants. Et ça, c'est tout à fait possible et d'ailleurs, c'est plutôt envisagé. Il faut le faire, hein, parce que c'est super bien d'utiliser cette créativité et votre expertise pour le faire. Donc non, au contraire, faites-le, ouais, c'est super.